Au fil de l'année, 365 000 isekai sont lancés. Mais je ne veux rien de tout cela, je ne veux que deux choses, votre like et votre commentaire. Maintenant que je vous l'ai envoyé, passons rapidement à la vidéo, qui sera un autre isekai. Le héros de cette histoire s'appelle Suzuki, c'est un programmeur ordinaire qui mène une vie difficile et peu glamour. Même s'il est surnommé par les autres le roi de toutes les professions, prouver qu'il mérite ce titre est une autre histoire. Comme beaucoup de gens, il s'est laissé emporter par le rythme du marché et a fini par devoir travailler même le week-end. Et tout est devenu encore plus difficile lorsqu'un de ses collègues, ne supportant plus la pression, a pris un congé. Résultat, tout est retombé sur Suzuki, toute cette charge de travail laissée derrière. Et au milieu de toute cette agitation, un autre collègue est apparu de nulle part avec les commentaires d'un client. Il voulait qu'un jeu sur la guerre mondiale soit plus accessible pour les débutants, même s'ils avaient auparavant demandé le contraire, affirmant qu'il voulait quelque chose de difficile pour attirer les joueurs plus hardcore. Suzuki avait envie d'exploser, mais il a pris une grande inspiration et a suggéré une solution créative. L'idée était qu'après avoir créé leur personnage, les joueurs recevraient un objet pour scanner la carte et 3 bombes supplémentaires pour détruire tout ce qui se présenterait à eux. Et ceux qui réussissaient à relever le défi sans utiliser ces objets gagnaient en plus un succès rare. La proposition a fini par plaire à tout le monde, et leur collègue, un peu plus éméché, a demandé à Suzuki de mettre en œuvre les changements, mais comme il était déjà occupé à corriger un bug ennuyeux dans un jeu mobile, il a demandé à ce collègue de renégocier le délai avec le client. À l'heure du déjeuner, alors qu'il mangeait, Suzuki a entendu les pleurs d'un enfant. En regardant autour de lui et ne voyant personne d'autre à proximité, il a décidé d'aller vers elle et de lui demander ce qui s'était passé. La petite fille était perdue, il a donc décidé de l'accompagner au poste de police. Mais avant qu'il n'ait pu le faire, sa mère est arrivée, et Suzuki a été très soulagé. Le mieux, c'est qu'elle ne s'est doutée de rien, elle ne l'a pas pris pour un pervers ou quoi que ce soit d'autre. De retour à l'entreprise, il a continué à résoudre les bugs jusqu'à la tombée de la nuit, tandis qu'un collègue qui était là depuis 3 jours lui a demandé de rentrer chez lui, car s'il restait plus longtemps, sa femme allait demander le divorce. Quant à Suzuki, âgé de 29 ans, il n'avait jamais eu de petit ami, mais il faisait comme si cela n'avait aucune importance et se consacrait entièrement à son travail, se livrant complètement au capitalisme. Mais 3 jours ont passé, et les yeux de Suzuki ressemblaient déjà à ceux d'un panda, tant ils étaient enfoncés. Alors que tout semblait terminé, il a reçu une notification de l'équipe de test et c'était un autre problème. Le système de stockage du jeu dont il s'occupait avait un bug sérieux, et pire encore, c'était une faille qui permettait de dupliquer des éléments, ce qui était très compliqué à corriger. Alors qu'il essayait de résoudre ce problème, il a reçu un email de son collègue Potley lui disant que l'autre client voulait maintenant supprimer la limite de stockage dans un deuxième jeu. Même frustré, Suzuki a ravalé son irritation et a poursuivi sa tâche, déterminé à tout livrer dans les délais. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il a réussi, et après beaucoup d'efforts, il a terminé le travail dans les délais et est allé faire une sieste, car il n'avait pas dormi depuis environ 30 heures. Dès qu'il s'est endormi, Suzuki s'est réveillé dans un endroit complètement différent, clairement plus sur Terre, et son téléphone portable n'avait plus de réseau. En se voyant dans le reflet, il s'est rendu compte qu'il avait l'apparence qu'il avait lorsqu'il était encore étudiant. Le décor autour de lui ressemblait à un mélange des 2 jeux sur lesquels il avait travaillé ces derniers jours, et le nom qu'il utilisait là-bas était Suzuki. C'était pratiquement le même nom que celui qu'il utilisait lorsqu'il testait les jeux. Quelques minutes plus tard, il entendit plusieurs pas s'approcher. Grâce à ses nouvelles capacités, il se rendit compte qu'il avait accès à 3 activations de pluie de météores et de balayage de cartes. Curieusement, c'était exactement les fonctionnalités qu'il avait inventées pour faciliter la vie des nouveaux joueurs. Quand il a balayé la carte, tout est devenu rouge et chaque point marquait la présence d'un ennemi. Au total, il y avait 300 adversaires, tous de niveau 50, alors que Suzuki était encore au niveau 1. N'ayant aucune chance de gagner en combat direct, il a décidé de se cacher. Mais même ainsi, les ennemis ont réussi à le trouver et à lui causer des dégâts, et à ce moment-là, il a commencé à douter que tout cela soit vraiment un rêve. Alors, pour essayer de se sortir de cette situation difficile, il a décidé d'utiliser la pluie de météores, mais rien ne s'est passé. Malheureusement, il semblait que ce rêve était un peu buggé, alors il a essayé 2 fois de plus, et rien ne s'est passé non plus. Mais soudain, des centaines de météores sont tombés avec force, détruisant tous les soldats Cobra sur leur passage, et Suzuki a ainsi commencé à gagner des tonnes d'expérience en les battant tous d'un seul coup. Quand tout s'est arrêté, le champ autour était complètement détruit, mais un soldat avait échappé, car il était trop loin pour être touché. Pour une raison étrange, cet ennemi a lancé une épée à Suzuki, voulant se battre à la loyale. Suzuki était complètement perdu, car il n'avait aucune notion d'escrime, mais comme l'ennemi était déjà presque mort à cause de la pluie de météores, il lui a jeté du sable au visage, puis l'épée elle-même, réussissant ainsi à achever l'ennemi. Après cette séquence intense, Suzuki trouva tout cela extrêmement pénible, même s'il ne s'agissait que d'un rêve. Il essaya alors de trouver un moyen de sortir de cet endroit, mais n'y parvint pas. Heureusement, il avait appris la compétence d'auto-guérison, et ses blessures précédentes disparurent.
De plus, le personnage est passé du niveau 1 au niveau 310, avec tous ses statistiques au maximum, et Suzuki pouvait réactiver la compétence pluie de météores d'un simple clic. Néanmoins, inquiet de la consommation excessive de mana, Suzuki a commencé à faire un autre test. Le résultat a montré que la zone d'impact et la puissance destructrice de la magie étaient gigantesques, même lorsqu'il la lançait de très loin. Heureusement, à mesure que son niveau augmentait, Suzuki augmentait également sa résistance physique, ce qui lui a permis de sortir indemne de la vague d'impact provoquée par l'explosion. Réalisant qu'il pourrait être considéré comme un méchant s'il abusait de cette magie, Suzuki a choisi de la laisser désactiver en attendant les véritables urgences. Après cela, il a jeté un œil à l'inventaire et a trouvé une petite bouteille d'eau, qu'il a goûtée et trouvée très rafraîchissante, sans compter qu'il semblait y avoir une quantité infinie d'eau à l'intérieur. Il avait également gagné beaucoup d'argent en battant ces monstres ressemblant à des largados plus tôt, et en continuant à explorer l'inventaire, il trouva une cape et décida de l'utiliser immédiatement. Pendant la nuit, Suzuki passa son temps à perfectionner ses techniques de combat. Il ne voulait pas revivre une situation compliquée comme celle qu'il avait affrontée ce jour-là. À l'aube, Suzuki décida de se rendre à un endroit de la carte appelé la forteresse du soldat. Il traversa des montagnes, puis plusieurs forêts, et après avoir répété ce trajet pendant quelques jours, il arriva enfin à destination. En ouvrant la carte pour se repérer, il a vu par hasard qu'il y avait plus de 100 soldats dans les environs, et en plus, il a également remarqué la présence d'un énorme serpent. Pour mieux voir, il a décidé de sauter, mais c'est alors qu'un Ivern est apparu de nulle part et l'a percuté de plein fouet. Malgré l'impact, Suzuki ne fut pas blessé grâce à son niveau élevé, et peu après, il prit une pierre et la lança sur Ivern, touchant l'aile de la créature et y faisant un énorme trou. Blessé, l'animal finit par s'enfuir, mais en direction des soldats que Suzuki avait vus auparavant. Pensant qu'il en était responsable, il courut derrière eux pour comprendre ce qui se passait, et là, il vit les soldats combattre Ivern et essayer de le vaincre ensemble. Comme il ne comprenait pas la langue locale, il décida d'améliorer ses compétences en traduction, ce qui lui permit de comprendre ce que le commandant coordonnait avec les soldats, avec des ordres clairs. Malgré cela, les attaques à l'arc n'avaient aucun effet, car les écailles du dragon étaient trop résistantes. Ils ont même réussi à faire tomber Ivern et à lui causer quelques dégâts, mais cela n'a pas suffi à vraiment blesser la créature. C'est alors que le commandant a demandé à Xena d'essayer d'emprisonner le monstre avec de la magie, mais le sort a rebondi et l'a touchée elle-même, la faisant s'envoler. Sans hésiter, Suzuki a sauté dans les airs et a héroïquement sauvé la jeune fille. Lorsque Xena s'est réveillée, elle a été prise de panique en réalisant qu'elle se trouvait à une hauteur vertigineuse. Voyant cela, Suzuki a sauté encore plus haut pour les mettre tous les deux en sécurité, ce qui l'a laissé sous le choc. Une fois arrivé dans un endroit tranquille, Xena l'a remercié chaleureusement de l'avoir sauvé, et vu sa réaction, Suzuki s'est dit que s'il était encore au lycée, il serait déjà tombé sous son charme. Il s'est présenté sous le nom de Suzuki, et Xena, avec un certain charme, a également donné son nom, soulignant qu'elle était encore célibataire. Pendant qu'ils discutaient, une flèche a frôlé le visage de Suzuki. C'était le compagnon de Xena qui avait lancé une pierre, pensant qu'elle avait été kidnappée. Xena a tenté de calmer la situation, tandis que Suzuki essayait d'expliquer qu'il n'était qu'un simple marchand. Mais le groupe restait méfiant, car il avait peu d'articles avec lui. Suzuki a alors inventé que sa calèche s'était enfuie après une pluie de météores, mais les filles n'ont pas cru à cette excuse, car si cela avait été vrai, il aurait dû partir dans la direction opposée. Suzuki a alors déclaré qu'il rendait visite à la tombe d'un vieil ami de son père, qui se trouvait justement à la forteresse du soldat, et qu'en chemin, il avait été surpris par la pluie de météores et avait tenté de courir après la calèche, mais sans succès. Malgré tout cela, elle restait méfiante et lui ont demandé ses papiers. Suzuki a inventé qu'il avait tout laissé dans la poche de son manteau qui se trouvait dans la calèche, et grâce à ses talents de persuasion et de bluff, les agents ont décidé de laisser tomber l'affaire, lui permettant d'entrer dans la ville pour obtenir de nouveaux papiers. Peu après, il a vu au loin des soldats ramasser des morceaux de l'Ivern. D'après les Zena, les armures et les capes fabriquées à partir de la peau de la créature étaient très résistantes et pouvaient être vendues à un prix élevé. Mais la viande de l'Ivern était horrible, et seuls les habitants des terres occidentales et les esclaves pouvaient la manger. N'ayant pas grand-chose d'autre à faire, Suzuki en profita pour examiner la ville de Jesalo. Il finit par découvrir que 80% de la population était civile, et que les 20% restants étaient pour la plupart réduits en esclavage, et qu'il ne s'agissait pas seulement d'humains, mais aussi d'elfes et de démons vivant comme des esclaves. Après avoir terminé cette analyse, le groupe arriva enfin aux portes de la ville, et Xena demanda à Suzuki s'il avait déjà un plan. Il répondit qu'il voulait d'abord trouver une chambre. La guerrière lui indiqua alors une auberge appelée Jazz. Dès qu'ils entrèrent dans la ville, Xena dit qu'elle devait aller chercher un rapport et prit congé, mais promit de le retrouver rapidement pour le remercier. Plus tard, c'est Lona qui aida Suzuki à obtenir ses nouveaux documents. Pour commencer la procédure, l'officier demanda à Suzuki de poser la main sur une pierre magique. Il décida de conserver le nom qu'il utilise pour ses personnages de jeux vidéo, et après avoir prononcé son nom, Suzuki, le panneau de statut apparut devant lui.
Et bien sûr, même dans ce nouveau monde, il était toujours le centre d'attention, le véritable maître camouflé, car à première vue, ses côtés montraient qu'il n'était qu'au niveau 1. L'officier fut surpris de constater que Suzuki était un adulte, car il pensait qu'il était plus jeune. Cela surprit également Suzuki, car dans ce monde, à 15 ans, on était déjà considéré comme adulte. Pour obtenir son permis, Suzuki n'a eu qu'à payer une pièce d'argent, et la taxe commerciale lui a été accordée, car il avait sauvé la vie de Zena et était reconnu comme le héros local. De plus, on a donné à Suzuki un sceau, qui faisait office de visa, mais il y avait un détail. Il n'était valable que pour 10 jours, et s'il devait être prolongé, il devait le renouveler au même bureau ou au siège principal de la ville. Si un garde le surprenait avec un visa périmé, il recevait une amende d'une pièce d'argent, et s'il n'avait pas d'argent, il était contraint de devenir esclave. Après cela, il fut conduit à un endroit d'où l'on pouvait voir l'enseigne de l'auberge, et là, la jeune fille qui l'avait aidé lui dit au revoir et se dirigea vers l'auberge. Suzuki était fasciné par tout ce qu'il voyait. Peu de temps après, la jeune fille au corps bien en chair, disons-le ainsi, lui prit la main et tenta par tous les moyens de l'emmener à l'auberge où elle travaillait, réalisant qu'il était nouveau dans la région. Grâce à son sens de l'analyse, Suzuki se rendit compte qu'elle n'avait que 13 ans, ce qui le choqua beaucoup, car elle avait l'air très mature. Par coïncidence, l'auberge où elle l'a emmenée était exactement la même que celle que Zena lui avait indiquée, et la propriétaire était une femme très corpulente qui était également la mère de la jeune fille. Après lui avoir expliqué qu'il n'avait pas de bagages, la propriétaire a décidé de ne lui faire payer qu'une seule pièce de monnaie pour son séjour et de lui offrir un repas gratuit s'il dînait au comptoir. Suzuki accepta immédiatement et décida de rester là pendant 10 jours. Il demanda ce qu'il y avait à manger, car cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait rien mangé de décent. Comme l'heure du dîner était déjà passée, il ne restait plus que quelques vieux gâteaux et Suzuki dut s'en contenter. Peu après, la propriétaire de l'auberge a demandé à sa fille Martha de nettoyer les chambres des marchands lâches de ce matin-là. Trouvant ce surnom étrange, Suzuki a demandé pourquoi. Selon la jeune fille, lorsque la pluie de météores est tombée, ils ont désespéré, pensant que le seigneur Démonie commençait une guerre contre les dragons de la vallée. Suzuki fut surpris d'entendre cela, car il n'avait aucune idée qu'il existait un seigneur Démonie dans ce monde. La jeune fille a ajouté que cela faisait déjà 70 ans que le héros avait vaincu ce seigneur et que, depuis lors, rien n'indiquait qu'il était revenu. Même ainsi, elle ne semblait pas inquiète du retour du seigneur Démonie, car si cela arrivait, l'attaque commencerait par la ville de Labyrintho, un endroit très éloigné de là. À Salut, le problème venait des Hivernes. Pendant qu'elle parlait de cette créature, Suzuki en profita pour lui poser des questions sur les dragons. Elle expliqua que les dragons passaient la plupart de leur temps à dormir et qu'on ne les voyait presque jamais. La dernière fois qu'on en avait vu un remontait à 2 ans. Bien avant sa naissance, un énorme dragon noir avait attaqué la ville et causé d'énormes dégâts. Suzuki allait demander si quelqu'un était mort lors de cette attaque, mais avant qu'il n'ait pu le faire, d'autres clients arrivèrent et il dut mettre fin à la conversation et manger son gâteau. C'est alors que Martha est apparue et lui a suggéré d'essayer le gâteau avec des cornichons, en lui disant que cela améliorait le goût. Comme elle n'était pas occupée, Suzuki en a profité pour lui demander où il pouvait acheter des vêtements prêts à porter. Martha s'est montrée enthousiaste et lui a indiqué quelques tailleurs bien connus de la ville. Pendant qu'il l'écoutait, Suzuki a fini par fixer son regard dans un coin. Comme elle était encore libre, Martha lui a proposé de l'y emmener. Alors qu'il marchait tranquillement, Suzuki remarqua quelque chose de très grave. Une esclave était traitée cruellement simplement parce qu'elle était esclave et personne ne voulait s'approcher d'elle. Il ne supportait pas de rester là à regarder cela et décida d'agir. L'homme qui se trouvait là pensa que la jeune fille était la propriété de Suzuki et lui ordonna de l'enchaîner et de la laisser dans la partie ouest de la ville. Suzuki prit calmement quelques tours en bois et les donna aux jeunes esclaves pour qu'ils les transportent. Les autres esclaves furent touchés par son attitude et tenaient à le remercier avant de partir. Martha fut également étonnée de voir comment Suzuki traitait les esclaves. Car selon elle, les esclaves n'étaient pas les bienvenus ici, car de nombreux chasseurs et agriculteurs avaient été tués par des esclaves alors qu'ils essayaient de vendre leurs produits en ville. Mais Suzuki émit l'hypothèse que ces crimes avaient pu être commis par des voleurs ou des bandits. Après cela, Martha a emmené Suzuki faire un tour de la ville pour lui montrer différents quartiers. Il en a même profité pour apprendre quelques techniques de négociation en visitant plusieurs étals. En guise de remerciement, Suzuki lui a acheté une barrette à cheveux. Au cours de leur promenade, ils se sont arrêtés à un étal qui vendait des masques de dragons que les habitants utilisaient lors du festival des récoltes pour faire des vœux de paix. Outre les masques, il y avait également des vêtements noirs et des perruques du héros, et les autres couleurs représentaient ses compagnons ou les princesses. Finalement, Suzuki n'a pas pu résister à la tentation du vendeur et a acheté 2 articles. Au cours d'une promenade, il s'est intéressé à une jeune esclave qui se trouvait dans une calèche. Même si elle n'avait que 11 ans, la jeune fille était déjà au niveau 10 et possédait 2 titres très curieux, la sorcière exilée et la princesse folle. Après cela, Suzuki est revenu et a rencontré Yun, une jeune fille qui travaillait à mi-temps à l'auberge.
Dès qu'il l'a salué, il lui a demandé s'il y avait un endroit où il pouvait prendre un bain, et c'est alors que Martha lui a expliqué qu'il y avait bien des bains publics dans la ville, mais que les plébels ne pouvaient pas les utiliser et qu'elle se lavait généralement à l'arrière de l'auberge, où se trouvait un puits. Laissant cette question de côté, l'heure du dîner arriva et Suzuki décida d'essayer les plats que Martha lui avait suggérés. Chaque plat était délicieux et il les apprécia tellement qu'il en commanda un autre, incapable de résister à ces saveurs incroyables. De retour dans sa chambre, Suzuki repensa à tout ce qui s'était passé jusqu'à présent, et en y réfléchissant mieux, il commença à se rendre compte que l'histoire du monde dans lequel il se trouvait ne correspondait en rien au jeu qu'il avait lui-même créé. C'était trop étrange pour être un simple rêve. Cela avait toute la structure d'un jeu, mais sans la possibilité de quitter ou de sauvegarder la progression, ce qui rendit Suzuki encore plus curieux et motivé à explorer davantage ce monde. Il élabora un plan principal, qui consistait à découvrir plusieurs endroits de ce monde, et trouver un moyen de rentrer chez lui devint un objectif secondaire. Au fond, il croyait que plus il en découvrirait, plus cela lui servirait d'apprentissage pour développer des jeux. Le lendemain matin, Martha frappa soudainement à la porte, disant que sa petite amie l'attendait en bas. Ne comprenant rien, car il n'avait aucune idée qu'il avait une petite amie, Suzuki descendit pour voir qui c'était et finit par trouver Zena. Elle lui dit qu'elle avait sa journée de libre et qu'elle voulait l'emmener faire un tour en ville. Suzuki finit par accepter la promenade, ne voulant pas la décevoir. Zena a tout de suite emmené Suzuki dans une confiserie, et il a poliment insisté pour payer, ce qui a un peu gêné Zena, car elle voulait lui rendre l'appareil. Mais pour Suzuki, c'était tout naturel, car Zena l'avait déjà aidé à s'orienter dans la ville. En plus de ces bonbons, ils ont visité d'autres endroits pour goûter différentes friandises. L'un d'eux s'appelait aile de dragon frites, mais en réalité, il s'agissait d'aile de chauve-souris. Lorsque Zena est allée en prendre une, le garçon l'a accidentellement bousculé, salissant son t-shirt. C'était un t-shirt qu'elle avait emprunté à sa mère. À ce moment-là, une fille est apparue et a proposé de nettoyer le vêtement avec de la magie. N'ayant pas d'autre choix, ils ont fini par accepter et sont entrés dans une ruelle, où la fille a utilisé la magie de l'eau pour enlever la saleté, nettoyant non seulement le t-shirt de Zena, mais aussi mouillant accidentellement les lunettes de Suzuki. Grâce à la magie du vent, le chemisier sécha rapidement, et Suzuki se retourna, curieux. Après être sorti de la ruelle, Suzuki demanda à Zena comment elle faisait pour réciter ses sorts, et lorsqu'il l'entendit, il se rendit compte qu'il était extrêmement difficile de prononcer ces mots. Au cours de la conversation, elle a raconté qu'elle avait commencé à étudier sérieusement la magie il y a environ 3 ans, même si ses parents l'avaient encouragée depuis son plus jeune âge à lire des livres sur le sujet et à étudier de plus en plus, que ce soit à travers des jouets qui contrôlent le flux de magie ou des chansons et des poèmes sur le sujet. Zena aime la façon dont elle est née et espérait pouvoir voler un jour. Quant à Suzuki, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il voulait apprendre la magie, il a répondu que c'était parce que l'auberge où il séjournait n'avait pas de salle de bain et qu'il voulait éviter de se laver à l'extérieur. Pour cela, il devait utiliser la magie, et Zena a fini par éclater de rire devant cette explication inhabituelle. Il a fini par se faire traiter de clown, mais il a finalement été félicité comme un vrai chevalier pour avoir valorisé le rêve de Zena. Après avoir marché un certain temps, ils se sont arrêtés à un stand qui vendait de la pommade pour les blessures externes et Suzuki en a acheté un flacon pour la propriétaire de l'auberge en guise de remerciement pour tout. Zena lui a alors demandé s'il voulait aller quelque part. Il répondit qu'il voulait voir la ville d'en haut, alors Zena l'emmena jusqu'au rempart, où ils profitèrent de la brise et de la vue sur la ville depuis les hauteurs. À ce moment-là, Suzuki aperçut un moulin géant, et Zena lui expliqua qu'en cas d'attaque des hivernes, celui-ci pouvait être utilisé comme source d'énergie. Comme Suzuki se montra intéressé, Zena se proposa de l'y emmener. Mais avant cela, ils ont décidé de faire une pause. À l'intérieur, ils ont vu une peinture représentant une bataille épique entre un héros et le roi démon. Zena a dit que l'épée sacrée brillait en bleu lorsqu'elle était tenue par un héros. Suzuki, curieux, lui demanda si elle brillerait également avec quelqu'un d'autre, et elle répondit que oui, mais seulement si l'épée reconnaissait la personne qui la tenait. À ce moment-là, la nonne Orna apparut et fit remarquer qu'utiliser l'épée sacrée n'était pas nécessairement une bonne chose. Elle expliqua que seuls les héros qui répondaient à l'appel de la déesse Palion pouvaient affronter le roi démon. Après cela, Orna demanda si Zena sortait avec Suzuki, ce qui rendit Zena très gênée et confuse, essayant de s'expliquer. Voulant changer rapidement de sujet, ils ont décidé de poursuivre leur voyage et ont loué une calèche. Mais en chemin, une pierre sur le sol a fait trébucher la roue et Zena a fini par tomber sur Suzuki, ce qui était en réalité un stratagème du cocher pour les rapprocher. Après cela, Zena a commencé à montrer à Suzuki comment fonctionnait le système de défense de la ville, chaque tour étant équipé d'un canon magique doté d'une puissance destructrice absurde, mais l'un d'entre eux avait déjà été détruit par un dragon 2 ans auparavant. Heureusement, il s'agissait d'un dragon de petite taille, et les dégâts avaient donc été limités. Comparé à ce qui s'était passé 40 ans auparavant, lorsque les remparts extérieurs de la ville avaient été totalement dévastés par un dragon noir, la situation ne semblait plus aussi grave.
À ce moment-là, Suzuki voulut savoir si le roi démon avait un lien avec cet événement, et Zena répondit que cela dépendait de la nature de ces créatures, et que les plus dangereux étaient les rois démons qui utilisaient leur intelligence pour commander des tribus démoniaques, car les démons ne pouvaient être blessés qu'avec de la magie ou des armes enchantées. Peu après, ils remarquèrent la foule qui entourait un prêtre qui prononçait un discours enflammé sur les serviteurs du roi démon. Le prêtre disait que ses filles descendaient de ces tribus démoniaques et encourageait les gens à les punir, promettant que cela leur apporterait des récompenses spirituelles. Voyant cette injustice se dérouler sous ses yeux, Zena n'hésita pas une seconde et courut pour empêcher tout cela. Pendant ce temps, Suzuki, utilisant son sens de l'observation, découvrit que ses filles n'appartenaient pas au prêtre, et il observait tout de loin, d'une manière très suspecte. De plus, son complice s'était infiltré dans la foule, attisant encore plus les passions. Tout en protégeant les filles, Suzuki neutralisa silencieusement chaque homme de main, un par un. Entre-temps, un prêtre d'un autre temple est arrivé et s'est placé aux côtés de Zena, ce qui a encore accru la tension entre les deux groupes. Alors que le faiseur de miracles profitait du chaos qu'il avait lui-même déclenché, Suzuki est soudainement apparu avant qu'il n'ait pu réagir et lui a asséné un coup de pied bien placé dans l'estomac. Suzuki a ensuite traîné l'homme au milieu de la foule pour révéler son stratagème. L'homme avait emprunté des esclaves et continuait à tromper les gens, prétendant que des pierres ordinaires étaient des reliques sacrées afin de leur soutirer de l'argent. Alors que la foule commençait à soupçonner qu'il était lié à une tribu démoniaque, la vérité a fini par éclater au grand jour et il s'est avéré qu'il appartenait effectivement à une tribu démoniaque. Suzuki se souvint alors qu'à son arrivée dans la ville, il avait détecté la présence d'un membre de la tribu. Alors que tout le monde paniquait et s'enfuyait, les trois filles restaient paralysées, car si elles agissaient sans l'ordre de leur maître, l'écolier les étoufferait. Mais avec le maître tué par le démon, cette malédiction fut brisée et c'est alors que Suzuki profita du moment pour libérer les filles de ce contrôle. Quant au démon, il a soudainement lancé un puissant sortilège noir. Et lorsque Zena a mené les soldats pour soutenir Suzuki, tous ont été entraînés avec le sortilège. Après s'être réveillé, Suzuki s'est retrouvé dans une grotte avec les trois filles et entendit le monstre inciter à la peur. Il déclara qu'il allait créer des monstres dans le but d'éliminer le groupe de Suzuki, en utilisant la peur comme principal outil. Dès que le démon s'éloigna, Suzuki se présenta aux trois filles, et comme elles n'avaient pas de nom, il leur en donna un à chacune. Celle qui ressemblait à un chat s'appela Tama, celle qui ressemblait à un chien s'appela Poti, et celle qui ressemblait à un reptile s'appela Lisa. Suzuki leur a offert des serviettes et de l'eau pour qu'elles puissent se nettoyer, et il leur a également donné un pansement pour soigner leurs blessures externes. Même si elles ont hésité au début, car elles n'avaient jamais été traitées avec autant de soin, les filles ont fini par accepter après que Suzuki ait insisté, leur disant que c'était une horde. Après leur bain, elles ont profité d'un repas complet. Une fois rassasié, Suzuki a commencé à analyser la situation. Grâce à ses compétences, il a facilement repéré une issue dans le labyrinthe, y compris l'emplacement de Zena et de ses soldats. Cependant, quelque chose le dérangeait, il ne parvenait plus à détecter le démon borgne de tout à l'heure, ce qui l'a amené à rester vigilant face à d'éventuelles embuscades. Voyant que Suzuki était sur le point de reprendre la route, les filles ont dit qu'elles avaient peur, mais qu'elles étaient prêtes à servir d'appât s'il était disposé à les mener. Suzuki leur a assuré qu'il ne ferait jamais une chose pareille et qu'il évaluait simplement la situation avec calme. Il a alors remis une épée à Lisa, en lui recommandant de ne se battre que s'il lui en donnait l'ordre. Alors qu'il marchait, Pochi a senti une odeur de sang, et lorsqu'ils se sont approchés, ils ont découvert un monstre en train de dévorer un cadavre. Lisa a suggéré de passer inaperçu pendant que la créature était distraite, mais Suzuki a décidé de profiter de la situation pour s'entraîner au tir, améliorant rapidement son niveau de compétence. Il a éliminé le monstre avec précision, et les filles ont été choquées et intriguées par cette arme. Suzuki a dit que c'était une arme magique et a demandé de garder le secret. Avec les parties du corps du monstre abattu, Suzuki a fabriqué une lance et allait la donner à Lisa. Mais quand il a remarqué qu'elle cherchait le noyau de la créature, un objet de grande valeur, elle a suggéré que Suzuki le garde car il était utile. Et Lisa rendit l'épée qu'elle avait reçue auparavant et la donna à Tama. Ensuite, Suzuki utilisa l'arme pour briser les chaînes qui retenaient encore les filles. Mais le bruit finit par effrayer Tama et Poti. Après s'être excusé auprès d'elle, il demanda à tout le monde de partir de là. Et même s'ils avaient déjà affronté quelques monstres jusqu'à présent, le niveau des filles restait le même. C'est alors que Suzuki eut une idée. Il demanda à Tama de ramasser quelques pierres, et lorsqu'ils rencontrèrent un autre monstre, il ne le tua pas tout de suite, mais lui infligea seulement des blessures. Il demanda ensuite à Tama de lancer les pierres et à Lisa de le transpercer avec sa lance. Après cela, Suzuki acheva la créature d'un coup précis. Il demanda ensuite à Tama et Lisa de chasser le monstre et de récupérer son noyau, tandis que lui et Poti avancèrent pour répéter la tactique précédente. Mais cette fois-ci, la jeune fille prit peur et s'enfuit désespérément après lui avoir lancé quelques pierres. Dès qu'il eut terminé ce qu'il était en train de faire, Suzuki la suivit jusqu'à l'endroit où se trouvaient les autres. Lorsqu'elle se calma, Poti s'excusa immédiatement, mais Suzuki ne lui en voulut pas d'avoir fui. Ce qui l'inquiétait, c'était qu'elle puisse mourir si elle continuait à paniquer de cette façon. À partir de là, ils ont répété le plan plusieurs fois, et avec le temps, Tama et Poti ont atteint le niveau 5 et Lisa le niveau 6.
Lorsqu'il s'est rendu compte que les trois étaient épuisés, Suzuki a suggéré une pause et leur a offert de la nourriture pour qu'elles puissent récupérer. Après cela, il a raconté une histoire légère pour aider les autres à mieux se reposer, mais Lisa ne voulait pas se reposer. Suzuki a donc dû changer de ton et lui a donné l'ordre direct de dormir pendant qu'il montait la garde. Après s'être reposés, ils ont poursuivi leur voyage et ont vaincu encore plus de monstres. En chemin, ils ont trouvé une vieille maison dans laquelle ils sont entrés pour chercher des ressources. Après un certain temps, les trois filles ont réussi à éliminer le monstre par elles-mêmes. Après cette victoire, elles ont savouré un délicieux repas de grenouilles grillées. Une fois leur repas terminé, elles ont pris un bain ensemble, puis sont retournées dormir pour récupérer leurs forces. De retour à leur voyage, elles sont tombées nez à nez avec un Slim de niveau 10. Suzuki a tenté de le détruire à l'aide d'une boule de feu, mais cela n'a pas très bien fonctionné. À ce moment-là, Lisa a eu l'idée d'attaquer directement le cœur de la créature. En observant les lieux, la dame a remarqué que le mur derrière le Slim semblait suspect. Lorsque Suzuki a vérifié, il a découvert un passage secret caché là. Après avoir enquêté, un loup de niveau 40 est apparu de nulle part et a sauté directement sur Suzuki qui était le plus proche. Réfléchissant rapidement, il a activé un piège derrière le mur, faisant tomber la bête. En poursuivant leur chemin, ils ont trouvé 3 cocons d'araignées avec des personnes à l'intérieur. Suzuki a alors demandé aux filles d'aider à libérer les prisonniers. Le premier était un noble qui les a remerciés en promettant une récompense, le deuxième était un marchand et le troisième était justement le jeune homme qui avait réprimandé la pote plus tôt. Ce jeune homme ne voulait pas qu'elle le touche et lui a demandé de lui donner simplement un couteau. Voyant cette scène, Suzuki a ordonné au pot de s'éloigner et de ne pas y prêter attention. Le noble, agacé par les cris du jeune homme, a menacé de le faire frire sur place sans attendre le retour du monstre araignée. Peu après, en marchant un peu plus loin, 2 filles ont entendu des bruits de bataille juste devant elles. Suzuki a alors réuni les 3 près de lui et leur a donné des instructions pour aider ceux qui se battaient. Mais Somar, le même jeune homme qu'auparavant, a ignoré ce que Suzuki avait dit et a essayé de se rendre utile. Et à la fin, il a échoué en essayant de vaincre un simple Slim et a même dû être sauvé par les 2 filles avec l'aide de Gru. Les soldats ont réussi à reprendre le contrôle de la situation, mais cela a été très difficile et sans trouver Zena. Suzuki est parti à sa recherche et l'a trouvée ligotée. Dès qu'il l'a libérée, elle l'a serrée dans ses bras avec émotion. Mais ce moment attendrissant n'a pas duré longtemps, car il a été interrompu par Orna qui a rappelé que l'objectif était de vaincre les démons. Interrogé par la sorcière, Suzuki a répondu qu'il connaissait les faiblesses des ennemis grâce à Lisa, ce qui a bouleversé Zena, car elle l'aimait bien et l'avait entendu mentionner une autre fille. Une fois tous les démons éliminés, Orna a soigné les blessés et Zena était ravie de découvrir que Lisa était une fille sauvage avec laquelle elle avait discuté sur la place. Alors que les soldats passaient par la porte en fer, Atama a remarqué quelque chose de très étrange sur un mur. Quand ils ont vérifié, ils ont vu qu'il y avait aussi un passage secret qui menait à l'endroit où Suzuki avait abattu le loup auparavant. C'est exactement à ce moment-là que les soldats ont paniqué en trouvant un coffre au trésor, mais au lieu d'or et d'artefacts rares, il y avait à l'intérieur un démon à un œil. Pour l'affronter, le noble a demandé du temps aux soldats pendant qu'ils préparaient le sort. Mais le démon a agi rapidement et a utilisé un sortilège de pierre pour briser leur défense, puis il a envoyé une vague qui provoquait des hallucinations. Les soldats ont commencé à voir leurs propres camarades comme des ennemis et Suzuki a dû éliminer tout le monde pour empêcher le chaos. Pendant ce temps, le noble a finalement lancé le sortilège pour tenter de détruire le monstre, mais cela n'a pas fonctionné car la créature était très résistante à la magie. En observant la situation, Suzuki a réalisé qu'il était le seul à pouvoir encore se battre, et c'est là que le même loup qu'auparavant est réapparu, cherchant la bagarre. Voyant là une opportunité, Suzuki a laissé le loup le pousser à l'intérieur du passage, et une fois isolé, il a sorti une épée sacrée de son inventaire et a facilement mis fin à la vie du loup. Cependant, comme l'épée ne le reconnaissait pas encore, il finit par se blesser en l'utilisant. Il dut donc ranger l'arme et attendre qu'elle l'accepte. Pendant ce temps, Zenei et les soldats continuaient à rencontrer de nombreuses difficultés face aux démons. Dans cette situation, Suzuki est apparu avec un look complètement différent grâce à la perruque et au masque qu'il avait acheté au marché. Les 3 filles bêtes ont repris conscience, même sans voir Suzuki, elles ont réussi à identifier son odeur. Pour ne pas être remarqué, il a rapidement éliminé l'ennemi, et réalisant son désavantage, le démon a formé un cercle magique d'invocation. Suzuki a tenté de l'en empêcher à temps, mais le démon avait déjà prévu cette tentative et l'a retenue, gagnant ainsi suffisamment de temps pour appeler son maître. Selon lui, ce maître était une extension du roi démon, et peu après, ce démon plus puissant décida de récompenser le démon Kolio en fusionnant avec lui par absorption, après quoi le pouvoir du démon grandit encore davantage. Sans autre alternative, Suzuki reprit l'épée sacrée, et lorsque l'ennemi vit la lame, il confondit Suzuki avec un véritable héros et commença à renforcer rapidement son corps, le rendant aussi résistant que possible. Cela devint rapidement un problème pour Suzuki, car il ne parvenait pas à bien utiliser l'épée. Il envisagea même de lancer une pluie de météores, mais se rendit compte que l'endroit était trop petit pour cela. Cependant, il ne se battait pas seul et le groupe faisait tout son possible pour le soutenir.
Même si les attaques n'étaient pas très efficaces, leur magie avait tout de même un certain effet. En voyant cela, Suzuki se souvint de quelque chose que Zenny avait dit, et décida alors de renforcer son sort de boule de feu. Il lâcha son épée, prit son bâton et lança un sort amplifié. Suzuki fut très surpris de constater que le démon souffrait vraiment beaucoup de ce sort, que les autres pensaient être de haut niveau, mais qui n'était en réalité qu'un sort basique. C'est à ce moment-là que Suzuki se souvint d'une vérité importante concernant ce monde. Seuls les vrais héros pouvaient extraire toute la puissance d'une épée sacrée. Et même s'il possédait l'épée, Suzuki n'avait pas le titre de héros. Il avait un titre similaire, celui de tueur de dieu, et en unissant ses efforts à ceux de l'épée divine qu'il portait dans son inventaire, il vainquit le démon qui ne comprenait pas ce qui se passait. Après être revenu au sol et avoir vu Suzuki, les 3 filles bêtes étaient rayonnantes. Cependant, l'ambiance changea lorsqu'il répondit à un soldat en disant qu'elles n'étaient pas exactement ses esclaves. Et peu après, un homme apparut et dit que quelqu'un voulait parler à Suzuki. Quand il appela les filles bêtes, elles se réjouirent immédiatement, et c'est alors que le jeune Somar apparut, remercia les filles bêtes et s'excusa auprès de Pochi de l'avoir frappé auparavant. Après le départ de Somar, Zena courut embrasser Suzuki, et avec la fin de la bataille, il reçut enfin le titre de héros. Avec l'aide de Monsieur Nidoran, les 3 filles bêtes sont officiellement devenues les esclaves de Suzuki au lieu d'être libérées. En plus de s'occuper de la paperasse, Monsieur Nidoran voulait également présenter quelques autres produits. C'est alors qu'une fille fragile nommée Lulu est apparue dans un abri simple pour l'accueillir. Puis vint Arisa, la même fille que Suzuki avait rencontrée dans la rue. Ce qui attira le plus l'attention de Suzuki, ce fut la manière naturelle dont Arisa prononça son nom, respectant ainsi la conversation, et il murmura la même phrase aux 2 filles. Seule Arisa réagit lorsqu'il leur fit remarquer en japonais qu'il y avait une araignée dans leurs cheveux. Mais Suzuki ne parvint tout de même pas à les laisser et décida de les emmener toutes les 2. D'après la personnalité d'Arisa, il était clair qu'elle était très extravertie, à l'opposé de Lulu, qui était beaucoup plus timide et fragile. Curieuse à propos des filles, Arisa est allée parler à Pochi et Tama, s'attachant facilement à elles et les complimentant même sur leur adorabilité. Voyant cela, Lisa s'est également approchée pour saluer les nouvelles membres, et Suzuki était satisfait de voir que personne ici n'avait de préjugés à l'égard des esclaves. Peu après leur entrée dans la ville, l'estomac de Lulu se mit à gargouiller de faim. S'en rendant compte, Suzuki suggéra subtilement à tout le monde d'aller manger quelque chose. Cela fit briller les yeux de Pochi et Tama, tandis qu'Arisa fut charmée par la gentillesse de Suzuki. Les esclaves n'avaient généralement que du pain noir, ou, s'ils avaient de la chance, un peu de soupe chaude, et le groupe de Lisa ne mangeait qu'une fois par jour. Lorsque la faim se faisait trop pressante, ils finissaient par manger ce qu'ils trouvaient sur la route, des fleurs, des herbes, voire de l'herbe, et après avoir entendu cette réalité, Suzuki décida de leur offrir un vrai repas. Les yeux des filles se sont mis à briller en voyant toute cette bonne nourriture devant elles, mais elles ont toutes attendu poliment que Suzuki leur donne la permission de commencer à manger. Pochi et Tama étaient tellement excités par cette nouvelle expérience qu'elles en ont oublié de souffler sur leur nourriture. Arisa avait du mal à gérer tant de gentillesse de leur part, même si cela n'était pas comparable à la nourriture de l'auberge, ce type de repas était exactement ce qui plaisait à Suzuki. Contrairement à lui, les jeunes esclaves n'étaient pas habitués aux plats épicés, mais Lisa supportait très bien ce type de nourriture. Elle a même conseillé aux autres d'y aller doucement et d'essayer d'autres options, et c'est alors que Suzuki a remarqué que les vêtements des filles étaient très usés. Il a profité de l'occasion pour sortir chercher plus de nourriture et leur a également acheté de nouveaux vêtements. Lisa a voulu l'accompagner, mais Suzuki lui a demandé de rester et de profiter du repas avec le groupe. Pendant la promenade, il a vu un stand de brochettes de poulet grillé. Comme il avait entendu Lisa dire qu'elle aimait ça, il a décidé d'en acheter quelques-unes. Sur le chemin du retour, il a aperçu un groupe d'hommes affamés et a décidé de leur donner les brochettes, promettant de récompenser Lisa plus tard. Quand il est revenu avec les nouveaux vêtements, les filles étaient super excitées, jusqu'à ce que Lisa admette que Suzuki avait bon goût pour choisir les vêtements. Après cela, Suzuki a ramené les filles à l'auberge, car il y avait de plus en plus de monde dans les rues. Son idée était de trouver une chambre supplémentaire, mais la propriétaire de l'auberge lui a dit que toutes les chambres étaient déjà occupées. Mais ce qui mit le plus Suzuki mal à l'aise, ce fut la froideur avec laquelle les esclaves étaient traités, les regards critiques de tous côtés, et c'est pourquoi il décida de monter un campement avec elle, tandis que les 2 garçons resteraient dans sa chambre. À ce moment-là, Lisa prit l'initiative, demandant au maître de rester calme, elle activa discrètement sa magie pour rendre les gens autour d'eux plus réceptifs. Leur attitude changea presque immédiatement, et même la propriétaire de l'auberge se souvint que l'écurie pouvait encore être utilisée. Suzuki a utilisé sa magie pour installer des lits improvisés pour les 3 esclaves et leur a demandé de crier si quelqu'un envahissait les lieux. Il leur a dit qu'il viendrait les secourir immédiatement si cela se produisait. De retour dans sa chambre, Lulu a essayé de l'aider à se changer, mais Suzuki a refusé, disant que ce n'était pas nécessaire. La situation est devenue encore plus embarrassante lorsqu'il s'est rendu compte que Lulu et Arisa avaient déjà retiré tous leurs vêtements. Quand il leur a demandé de se rhabiller, Arisa a été surprise et Lulu s'est mise à pleurer, pensant qu'elle n'avait pas été utile au maître.
Voyant cela, Suzuki a couvert Lulu d'un manteau et lui a demandé de ne plus faire ce genre de choses. Au petit matin, alors qu'il dormait profondément, Suzuki a fini par acquérir une magie spirituelle et une résistance contre elle. En ouvrant lentement les yeux, il vit Arisa assise sur lui. Non seulement elle était complètement nue, mais elle essayait aussi de l'embrasser de force. Sans sa résistance nouvellement acquise, il aurait pu céder et commettre une erreur. La réaction d'Arisa lorsqu'elle vit qu'il avait réussi à résister à ses pouvoirs fut stupéfiante. Pour l'empêcher de causer encore plus de confusion, Suzuki a décidé de lui interdire d'utiliser cette magie. À ce moment-là, il a compris que c'était Arisa qui avait utilisé la magie sur les personnes de l'auberge. En plus de lui interdire d'utiliser la magie, il lui a demandé de désactiver le sortilège sur les autres. Mais elle a fait semblant de ne rien savoir. Face à cela, Suzuki en profita pour perfectionner ses techniques d'interrogatoire, la forçant à tout avouer. C'est ainsi qu'il découvrit qu'Arisa était tombée amoureuse de lui dès leur première rencontre. Ses cheveux noirs et lisses et son air innocent lui faisaient voir en lui le mari idéal et maintenant qu'il était son maître, elle ne voulait pas que ce soit le contraire, alors elle utilisa la magie pour essayer de le conquérir. En réalité, le plan initial d'Arisa était simplement de se faufiler jusqu'à son lit pour l'observer pendant son sommeil. Mais, emportée par son impulsion, elle est allée plus loin et la situation a quelque peu dérapé. Après cela, Arisa a également révélé qu'elle était japonaise, tout comme Suzuki. Elle s'était réincarnée dans ce monde et avait conservé ses souvenirs de sa vie passée. En voyant ses cheveux noirs, elle en a déduit qu'il venait lui aussi du Japon. Arisa a raconté qu'il était la deuxième personne japonaise qu'elle avait rencontrée dans ce monde. La première n'était pas Lulu, mais une lointaine ancêtre, et si elle était née au Japon, selon elle, Lulu aurait même pu être une idole en raison de sa beauté, car dans ce monde, les gens ne la trouvaient pas attirante. Revenant à la conversation précédente, Arisa voulait savoir si Suzuki était un réincarné ou un invoqué. Elle expliqua que ceux qui se réincarnent sont des personnes qui sont mortes dans un autre monde et qui renaissent ici, tandis que les invoqués sont amenés de force par la magie. Mais aucune de ces catégories ne correspondait à Suzuki. Il n'avait vu aucun dieu, n'avait eu aucun contact avec aucun cercle magique d'invocation et son niveau n'était qu'un nombre de base, sans aucun bonus. Mais en y réfléchissant, il trouva que sa capacité, pluie de météores, était disproportionnée. Changeant de sujet, Suzuki demanda pourquoi Arisa avait fini par devenir esclave. Mais l'auteur décida de cacher cette partie de l'histoire pour l'instant, laissant la révélation pour plus tard. Le lendemain matin, Martha a emmené Zena dans la chambre de Suzuki pour l'appeler et les deux filles ont été choquées de voir Lulu dire des choses perverses dans son sommeil. Pour aggraver les choses, elles ont trouvé Suzuki endormi à côté d'une fille complètement nue. Zena a alors crié, le traitant de pervers, et s'est enfuie en courant. Arisa a averti Suzuki qu'il ferait mieux de la rattraper. Il s'est habillé à la hâte, a sauté par la fenêtre et s'est mis à courir après Zena. Lorsqu'il l'a rattrapée, il lui a pris la main et lui a tout expliqué, lui disant que ce n'était pas ce qu'il semblait. Il a dit qu'il n'achèterait jamais d'esclaves avec des arrière-pensées et qu'Arisa s'était glissée dans son lit après qu'il se soit endormi. Après cela, Suzuki a complimenté Zena sur son apparence, en utilisant des mots affectueux. Il a mentionné un magasin de vêtements à la mode qu'il voulait lui faire découvrir. Arisa a reconnu qu'il avait réussi à désamorcer la situation en moins de 5 minutes, ce qui était très impressionnant. En réponse, Suzuki lui a donné une petite tape sur le front, car c'est elle qui avait causé tout ce désordre, puis lui a demandé de réunir le groupe et a commencé à se remémorer tout ce qui s'était passé la nuit précédente. Selon Arisa, elle était une princesse dans le passé et elle a essayé d'utiliser les connaissances de sa vie antérieure pour aider le royaume à se développer. Au début, cela a plutôt bien fonctionné, mais avec le temps, tout a commencé à s'effondrer. Pendant la crise, alors que le pays était vulnérable, un royaume voisin en a profité pour l'envahir. Le roi et le prince héritier ont été exécutés en public et ceux qui ont survécu ont perdu leurs privilèges et ont fini par être réduits en esclavage. Mais l'inattendu finit par se produire lorsqu'un jour, un démon apparut et détruisit à la fois le château et la capitale du royaume. Le chaos s'est emparé de la situation et Arisa et Lulu ont fui vers les montagnes, pensant qu'elles y seraient en sécurité, mais elles ont été surprises par un marchand d'esclaves. Pendant ce temps, dans le présent, les filles ont réussi à se retrouver, sauf Lulu, qui ne se sentait pas très bien. Suzuki a remis un sac de pièces à Arisa et lui a demandé d'acheter ce dont tout le monde avait besoin. Quelques hommes forts les ont accompagnés pour assurer leur sécurité contre d'éventuels voleurs et ravisseurs. Pour plus de sécurité, Suzuki a autorisé Arisa à utiliser davantage d'armes. Observant l'harmonie qui régnait entre elles, Suzuki s'est senti plus tranquille et a pensé qu'elles ne méritaient pas d'être traitées comme des esclaves. Quand il se retrouva seul avec Zena, elle lui demanda s'il avait déjà prévu quelque chose pour la journée et Suzuki répondit qu'il pensait chercher un endroit où loger son compagnon. Souhaitant profiter du moment passé avec celui qu'elle aimait, Zena a dit qu'elle voulait l'accompagner et ils se sont donc rendus tous les deux à l'agence immobilière où ils ont rencontré une agente appelée Nadi. Sachant que Suzuki avait l'intention de vivre avec le groupe, Nadi lui a recommandé le quartier ouest, qui était plus abordable en raison de son taux de criminalité élevé.
Suzuki a toutefois précisé qu'il recherchait des biens immobiliers coûtant environ une pièce d'or, et Nadi lui a présenté plusieurs alternatives. Le premier bien était acceptable, mais l'ancien locataire avait été assassiné par des criminels. Le deuxième était situé à côté d'un bordel et le troisième abritait une cachette de bandits. Comme rien ne plaisait à Suzuki, Nadi a dit qu'elle retournerait au bureau pour voir s'il y avait une autre option qui pourrait convenir. Pendant qu'ils attendaient, Suzuki a demandé à Zena si elle voulait aller quelque part. Nadi, qui avait entendu la conversation, a suggéré qu'ils aillent tous les deux visiter un marché aux puces qui venait d'ouvrir. Elle chuchota à Zena que c'était un endroit idéal pour les couples, mais en chemin, ils rencontrèrent quelques filles du groupe qui avaient déjà terminé leurs achats et ramenaient leurs affaires au logement. Les filles étaient très jolies dans leurs nouveaux vêtements et Arisa avait même changé la couleur de ses cheveux, évitant le violet car elle croyait que cette couleur portait malheur. Plus tard, Suzuki a dû emmener tout le monde au marché aux puces et s'est excusé auprès de Zena d'avoir pris des décisions sans lui demander son avis au préalable. Mais elle lui a dit que tout allait bien. Pour lui faire plaisir, Suzuki lui a acheté une paire de boucles d'oreilles en cadeau. À ce moment-là, Arisa s'est immiscée dans la conversation en disant qu'elle voulait aussi recevoir quelque chose. C'est alors que Suzuki a promis de donner un cadeau au choix à chacune d'entre elles. Après cela, le groupe s'est rendu sur une scène en plein air pour assister à une pièce de théâtre. Il s'agissait d'une romance, ce qui ne plaisait pas beaucoup aux plus jeunes. Et même Alisa semblait plus intéressée par la nourriture qui traînait là que par la représentation elle-même. L'histoire présentée était inspirée de faits réels et racontait l'histoire d'un sorcier roturier nommé Zen et d'une princesse nommée Luciana dont il était éperdument amoureux. Mais le marquis Muno, poussé par la jalousie, a ordonné l'élimination de toute la famille du sorcier Zen et a même poussé la servante de la princesse à tuer Zen lui-même. Désespérée, la princesse s'est suicidée, déterminée à rejoindre celui qu'elle aimait. Et tout le monde pensait que le drame s'arrêtait là, mais il y a eu un grand rebondissement. Le corps du sorcier, jeté dans l'abîme, revint à la vie sous la forme d'un mort-vivant et détruisit tous les sbires du comte tyrannique. Mais avant qu'il ne puisse l'achever, un chevalier sacré est apparu et a vaincu le sorcier. Après cela, le comte a radicalement changé de comportement et est devenu une bonne personne. Suzuki dit que c'est une pièce avec une fin très décevante et un peu absurde. En allant aux toilettes, Suzuki a trouvé le mouchoir et en le rendant, la propriétaire lui a demandé ce qu'il avait pensé de la pièce. Selon elle, l'intrigue originale montrait que Zen se vengeait avant de mourir, mais cela a été modifié en raison de la pression de la noblesse. Elle a également raconté que l'histoire vraie concernait une jeune fille du peuple amoureuse d'un jeune homme qui a fini par être kidnappée par le comte et forcée à l'épouser. Après avoir pris congé de la femme, Suzuki est retourné rejoindre le groupe et a remarqué que Zena et Arisa étaient les seuls à avoir regardé la pièce avec attention. Même si elles avaient des opinions différentes sur l'intrigue, aucune d'elles ne semblait compatir à la situation de la princesse. Arisa pensait que la princesse aurait dû prendre une épée et se venger du comte, tandis que Zena n'était pas d'accord, affirmant que tout était de la faute de la princesse elle-même pour avoir rompu les fiançailles arrangées par les familles. Arisa, voulant prouver son point de vue, a demandé à Zena ce qu'elle ferait si elle devait choisir entre quelqu'un choisi par sa famille et quelqu'un qu'elle aimait vraiment. Zena est restée sans voix, clairement déchirée entre le devoir et son cœur. Voyant que Zena était mal à l'aise, Suzuki intervint et demanda à Arisa de s'excuser. Pour détendre l'atmosphère, il suggéra au serviteur d'aller acheter des brochettes, affirmant qu'il les paierait lui-même. Plus tard, alors qu'ils se promenaient dans la ville, ils tombèrent sur le groupe mené par Nana, qui venait d'affronter les fourmis géantes. Ils étaient gravement blessés et épuisés. Selon eux, ils avaient vu un groupe de cavaliers rats traverser la frontière plus tôt. Ils pensaient que cela avait attiré les fourmis qui les avaient attaqués. Zena s'occupa des blessés et peu après, le groupe entendit un cri provenant du groupe de Tama. Ils essayaient de capturer une fourmi géante et à ce moment-là, Suzuki a analysé la zone pour voir s'il y avait d'autres dangers et s'est rendu compte que le SM de fourmis se rapprochait. Il a rapidement ordonné aux filles de se préparer à se battre. Même si les ennemis étaient nombreux, ils n'étaient que de niveau 3, donc l'armée pouvait s'en occuper seule, sans l'aide de Suzuki. En réalité, beaucoup d'ennemis n'ont même pas réussi à franchir les barrières de protection les plus simples. Comme Lulu n'était pas très doué au combat, Suzuki a demandé à Arisa de l'emmener en lieu sûr. Pochi et Tama ont été chargés de protéger les installations, tandis que Suzuki et Alisa se sont rendus directement au front pour combattre aux côtés des forces militaires. Comme on pouvait s'y attendre, les fourmis géantes n'ont pas réussi à vaincre le groupe de Zena. Avec l'arrivée de Suzuki et Alisa en renfort, seuls quelques insectes ont réussi à franchir la défense, mais ceux qui ont réussi ont été rapidement abattus par le duo Pochi et Tama. Grâce à ses talents de pisteur, Suzuki a identifié que certaines des créatures avaient envahi la maison qui servait également de bureau à Nad. Il a donc laissé Alisa s'occuper de la ligne de front et s'est rendu à la société de courtage pour régler la situation. Une fois sur place, Suzuki a utilisé un marteau de guerre pour écraser les fourmis qui s'y trouvaient encore. Cependant, Nad n'a pas pu monter les escaliers, car ceux-ci étaient recouverts de résidus acides laissés par les fourmis, tandis que Suzuki cherchait quelque chose à utiliser pour protéger les marches. Son manager est arrivé et lui a donné un coup de main.
En signe de gratitude, Nad a embrassé les deux hommes, puis a expliqué que le manager était en réalité un esprit de la forêt et non un elfe, comme beaucoup de gens le pensaient. Cette erreur remonte à très longtemps, à l'époque des premiers héros qui appelaient ainsi tous les êtres aux longues oreilles. Cette erreur est devenue une habitude au fil des générations. En sortant de là, Suzuki a vu les soldats éliminer le reste des monstres, lorsque Zeno a aperçu le facteur qui se dirigeait vers elle, mais elle a trébuché et est tombée maladroitement sur lui. Elle s'est montrée contrariée d'avoir dû interrompre la promenade, bien qu'elle ait voulu continuer, ils ne sont pas partis à cause d'autres obligations. Mais pendant ce temps, Suzuki remarqua que Lise était harcelée par un soldat qui essayait de la forcer à vendre le corps d'un monstre. Suzuki a rapidement compris que le type essayait de profiter des failles dans les règles pour en tirer avantage, et sans perdre de temps, Suzuki a sorti sa licence de marchand. Il a exigé que le type remplisse un reçu de transaction, et l'homme a essayé de faire valoir que ce n'était rien de sérieux et qu'il n'avait donc pas besoin de reçu. Mais Suzuki, en tant que commerçant expérimenté, faisait toujours tout dans les règles, même lorsqu'il traitait avec des entités divines. Il a insisté pour que tout soit en ordre. Grâce à son souci du détail, Suzuki a remarqué que le montant qui avait été enregistré était erroné et a exigé que le montant correct soit corrigé. L'argent supplémentaire était le bienvenu, car lorsque la nuit est tombée, il a pu préparer un copieux dîner. Et il y eut encore plus de nourriture grâce au propriétaire de l'auberge, qui voulait remercier Pochi et Tama d'avoir protégé les lieux pendant l'invasion. Pendant la fête, voyant que Lulu ne se sentait toujours pas bien, Suzuki est sorti pour lui acheter des médicaments. En chemin, il a rencontré deux connaissances qu'il avait sauvées dans le labyrinthe. Voyant qu'elles étaient vraiment disposées à lui rendre l'appareil, Suzuki n'a pas eu le courage de refuser et ils ont fini par se rendre dans une taverne où plusieurs filles servaient les tables. Plus tard, en sortant de la taverne, Suzuki a vu une plume de chouette et a ensuite entendu le bruit d'une bagarre provenant d'une ruelle. Sans réfléchir à deux fois, il s'est précipité là-bas et s'est retrouvé face à plusieurs personnages mystérieux. Il a immédiatement sorti son arme pour affronter ses ennemis. Suzuki a fini par se rendre compte que la personne qui était suivie était le chevalier Ra mentionné précédemment par le groupe d'Arisa. Même gravement blessé, le chevalier demanda à Suzuki de donner la priorité à l'aide d'une princesse. Suzuki emmena alors les deux personnes chez Nadi, mais en arrivant là-bas, il vit que le gérant et elle étaient endormis. Il n'eut donc pas d'autre choix que de forcer la porte. Alertés par le bruit, les deux descendirent et virent Suzuki, qui s'excusa immédiatement d'être entré de cette manière. Il expliqua qu'il avait agi ainsi uniquement parce qu'il voulait montrer une personne connue du gérant, mais celui-ci nia connaître le chevalier. Mais Suzuki a précisé que ce n'était pas le chevalier Ra qu'il voulait présenter, mais une petite fée appelée Mia, que le gérant connaissait vraiment, et il a confirmé que son nom était bien Mia. La jeune fille s'est réveillée à cause du bruit, mais en voyant Suzuki louer sa beauté, elle s'est rendormie. À ce moment-là, l'état du vieux Ra s'est aggravé et Nadi s'est précipité pour aller chercher un prêtre. Suzuki a voulu l'accompagner, car il ne trouvait pas prudent qu'elle sorte seule à cette heure-là. Le lendemain, quand Arisa a découvert que Suzuki était allé à la Tour Bleue, elle s'est mise en colère et s'est plainte, disant que même s'il avait une jeune et jolie fille à la maison, il n'en profitait pas, et pire encore, son corps dégageait une forte odeur d'animal. Suzuki expliqua que la nuit précédente, il était sorti chercher des médicaments pour Lulu et qu'en chemin, il avait fini par sauver l'homme bête qui était en train de mourir. En entendant cela, Arisa est devenue très jalouse, voulant savoir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Et même après que Suzuki lui ait dit qu'il s'agissait d'un homme, elle a encore suggéré qu'il préférait peut-être se battre à l'épée et que c'était pour cela qu'il ne la touchait pas. Mais c'est à ce moment-là que Lulu s'est réveillée à cause de la dispute et Suzuki en a profité pour lui dire de prendre soin de sa santé et lui a remis le sac contenant les médicaments. Après s'être préparé, il est allé retrouver Nadi, qui lui a dit que la souris n'était plus en danger de mort et que Mia n'était plus blessée, mais seulement extrêmement fatiguée. Selon le gérant, Mia présentait des signes d'épuisement de mana depuis longtemps et lorsque Suzuki a utilisé son pouvoir d'analyse, il a confirmé qu'elle n'avait ni maladie ni malédiction, et que même si lentement, son mana se restaurait. Nadi a fait remarquer qu'une potion de mana pourrait accélérer sa guérison, mais qu'elle était très chère. L'autre option serait d'emmener Mia dans des endroits à forte concentration de mana, comme des sources ou des lignes ley. Le problème, c'est que les deux seuls endroits de ce type se trouvaient dans le château du comte ou dans la vallée du dragon. Comme le second endroit avait déjà été pris, Suzuki se demandait s'il valait encore la peine de s'y rendre. Mais avant même d'avoir pris sa décision, un bruit provenant de l'étage supérieur attira son attention. Sachant que Mia s'était déjà réveillée, il demanda à Nadi de monter voir comment elle allait. Et dès que Mia a vu Suzuki, elle a remarqué qu'il était un utilisateur d'esprit, mais jusqu'alors, il n'avait jamais vu d'esprit de son vivant. Et selon Nadi, seuls ceux qui ont une vision spirituelle peuvent voir ces êtres. Après lui avoir expliqué cela, elle a demandé à Suzuki de rester avec Mia pendant qu'elle descendait préparer le repas. Une fois seule dans la chambre, il a demandé à la jeune fille ce qu'étaient exactement ces esprits, et la réponse de Mia l'a surpris.
Elle a dit qu'il ressemblait à des choses douces et brillantes, et ne sachant pas quoi faire, Suzuki a essayé de changer de sujet en lui demandant de dire bonjour en langue elfique. Grâce à cela, il finit par apprendre la langue et découvrit que les esprits vivaient dispersés le long des lignes ley, qui leur servaient de source d'énergie. Après avoir passé beaucoup de temps loin du groupe, Suzuki décida de demander la permission de revenir. Mais, réalisant que Mia ne voulait pas qu'il parte, il promit de revenir bientôt. Lorsqu'il revint au logement, Suzuki vit Arisa enseigner la lecture aux enfants sauvages. Il profita de l'occasion pour voir ce qu'ils avaient appris. C'est là qu'il découvrit que les petites lettres avec des images d'animaux qu'ils utilisaient résumaient tout en un seul mot. Elle ne savait dire que « viande », et les enfants répondaient avec joie à chaque fois, alors Arisa n'avait pas eu le courage de les corriger. Préoccupé par leur apprentissage, Suzuki décida de corriger cela plus tard, en leur parlant directement. Peu de temps après, Martha apparut de nulle part et ordonna à Yun d'arrêter de jouer et de retourner au travail. Mais sa surprise prit fin lorsqu'elle apprit qu'elle avait déjà tout terminé. Cela n'avait été possible que parce que Tama et Pochi avaient aidé la petite fille et avaient réussi à accélérer le processus. À l'heure du déjeuner, Suzuki a parlé à Mia du chevalier rat. Quand elles ont appris qu'il s'agissait d'une princesse, les filles étaient très enthousiastes à l'idée de la rencontrer. Lulu a également décidé d'y aller, car sa santé s'était beaucoup améliorée. Dès qu'elles ont vu Mia, elles ont été enchantées, tant par sa beauté que par la couleur de ses cheveux, ce qui a rassuré Suzuki et lui a permis de la laisser avec les autres enfants. Cependant, il semblait que Mia ne pouvait communiquer qu'en présence de Suzu. Plus tard, alors qu'elle descendait les escaliers, Nari lui demanda soudainement s'il était vraiment marchand, car elle trouvait étrange qu'il n'ait pas de calèche comme les autres. En réponse, Suzuki inventa que son cheval avait couru après une étoile filante. Après cela, Nari dit qu'elle voulait lui présenter un magasin qui vendait des charrettes, car une connaissance du gérant allait prendre sa retraite et voulait vraiment vendre la sienne avec 2 chevaux. Suzuki a beaucoup aimé l'idée, mais a expliqué qu'il n'avait pas de permis de conduire. C'est alors que Lulu a fait remarquer qu'elle avait déjà de l'expérience avec les calèches tirées par des chevaux et lui a proposé de lui apprendre. Dès qu'il a entendu cela, Suzuki a immédiatement demandé à Nari de lui présenter le propriétaire de la calèche, sans même demander combien elle coûtait. Par coïncidence, une calèche passa devant la fenêtre à ce moment précis, et Suzuki utilisa son sens de l'évaluation pour en déterminer la valeur. Il put ainsi proposer un prix juste et inclure une commande dans la transaction. Le lendemain, Suzuki et le groupe partirent camper hors des murs de la ville. Grâce à l'excellente organisation d'Arisa, ils ont tout installé rapidement. Elle a même improvisé des ustensiles anciens, comme une bouilloire. Le groupe, mené par Tama, s'est enthousiasmé en entendant l'eau bouillir, et Suzuki a expliqué que ce bruit signifiait que l'eau était chaude. Mais Arisa a trouvé que l'explication était trop compliquée pour les enfants, alors il a résumé le tout en disant que lorsque l'eau bout, elle dégage une vapeur blanche qui soulève le couvercle de la bouilloire, et que cela ressemble au son produit lorsque quelqu'un souffle fort. Après avoir mangé, alors que Suzuki observait les enfants jouer, il remarqua 3 points blancs qui s'approchaient. C'étaient les enfants sauvages qui l'avaient aidé auparavant, et en guise de remerciement, ils avaient apporté plusieurs fruits. Même s'il voulait les accepter, il pensait qu'elles en avaient plus besoin que lui, alors il a pris un tas de viande et leur a offert, en leur disant que son groupe ne pourrait pas tout manger et qu'il voulait qu'elle les prenne. Le lendemain, Nadi a apporté la calèche à Suzuki, et Arisa lui a suggéré de l'utiliser pour ramener Mia chez elle. Il a immédiatement accepté, mais a dit qu'il devait d'abord en parler au directeur. Pendant qu'il attendait, Suzuki en a profité pour demander à Lulu de lui apprendre à conduire la calèche. Au cours de la conversation, il a remarqué qu'elle était très à l'aise, surtout lorsqu'elle parlait d'Arisa, sa sœur, ce qui rendait l'atmosphère très détendue. C'est alors que Suzuki a réalisé qu'Arisa n'avait pas encore dit à sa sœur qu'elle avait des souvenirs d'une vie antérieure. Avec l'aide de Lulu, il réussit à débloquer la compétence de conduite de calèche, et après seulement quelques tours, il parvint à développer cette compétence au maximum. Après avoir voyagé pendant longtemps, Lulu finit par se fatiguer sans prévenir. Suzuki remarqua une énergie étrange qui approchait juste devant lui. Dès qu'il revint à l'auberge, Suzuki remarqua que les enfants étaient également là. Grâce à une portion de mana que le gérant avait apportée, Mia pouvait enfin sortir de chez elle, et pour fêter l'amélioration de la princesse, Arisa a eu l'idée d'organiser une fête. Suzuki a bien sûr accepté immédiatement, car il ne voulait pas décevoir les enfants. Il a demandé à Lise et Lulu d'aller chercher les provisions pour la fête, mais il a fini par revoir ce chat hibou noir qui les observait. En entrant chez Nat, elle raconta que sa souris s'était réveillée, et en retrouvant son sauveur, sa souris le remercia et révéla qu'elle s'appelait Mise. Il raconta tout ce qui s'était passé à Mia, et selon lui, Mia avait été kidnappée par une sorcière et emmenée dans un endroit appelé la grotte. Après avoir réussi à s'échapper, elle a rencontré un groupe de Mise, qui a tenté de l'emmener voir le directeur de la ville. Il a également affirmé que l'attaque des fourmis volantes dans la ville était également l'œuvre de la même sorcière. Suzuki a eu le sentiment que le directeur connaissait la raison derrière tout cela, mais qu'il préférait garder le secret, alors Suzuki a choisi de ne pas insister.
À ce moment-là, Suzuki a entendu les cris des filles à l'étage inférieur, et lui et le directeur Bolinan ont couru en bas pour découvrir ce qui leur était arrivé. Ils se rendirent compte qu'elles avaient simplement été effrayées par un coup de tonnerre, et à ce moment-là, Tama aperçut le chat hibou noir à l'intérieur du bâtiment. Peu après, le corps de la créature apparut, une silhouette encapuchonnée vêtue d'une cape sombre. Peu après, l'homme a utilisé la magie psychique pour essayer de contrôler tout le monde, mais Arisa n'a pas été affectée car elle maîtrisait ce type de magie. Suzuki a réussi à se libérer du sort grâce aux capacités qui se sont éveillées en lui après avoir été influencé par Arisa. En utilisant sa capacité d'analyse, Suzuki a identifié que l'ennemi s'appelait Zen, ce qui lui a rappelé le personnage principal d'une pièce de théâtre. Lorsqu'il a réalisé que l'homme voulait emmener Mia, Suzuki s'est immiscé et s'est présenté. Même s'il disait n'être qu'un simple marchand, Zen s'est déclaré descendant d'un héros. Il a dit qu'il n'avait aucune intention de blesser qui que ce soit. Il voulait seulement que Suzuki lui remette Mia, mais Suzuki a refusé d'emblée, car elle était une amie précieuse pour lui. Après ce refus, Zen passa à l'attaque pour tenter de prendre l'avantage, mais il échoua et finit par dominer Suzuki à l'aide des ombres. Voyant son maître dans cette situation, Arisa lui lança un sort. Le sorcier ressemblait à un mort-vivant inférieur et riposta, mais Suzuki l'intercepta. Le directeur est également entré en action, donnant à Suzuki une chance d'échapper au fouet sombre de Zen. Malgré tout, la différence de force entre eux était notable. Ne voulant pas mettre les autres en danger, Mia a proposé de rester en arrière, mais Arisa a été indigné par cette idée et a même commencé à préparer discrètement le sort. S'en rendant compte, Suzuki a décidé d'engager la conversation avec Zen pour détourner son attention. Même s'il savait déjà qui il était, il fit semblant de l'ignorer afin de gagner du temps. Une fois tout prêt, Arisa avertit Suzuki de s'éloigner et de la laisser lancer son sort contre Zen. Mais même en utilisant sa technique la plus puissante, son sort n'eut aucun effet et lorsque Zen vit les cheveux violets d'Arisa, il comprit qu'elle était une réincarnée. Il a alors averti Suzuki de lui dire de contrôler l'utilisation de ce pouvoir, sinon elle finirait par devenir un peu comme les dieux. Après cela, il a attrapé Mia et a utilisé son fouet sombre pour éloigner Suzuki, puis lui a lancé un défi. Le suivre jusqu'à un endroit appelé Besto s'il n'avait pas peur de la mort. À ce moment-là, le groupe de Lisa est arrivé et Suzuki leur a demandé de s'occuper des autres pendant qu'il allait chercher Zen. Il promit également de ramener Mia saine et sauve. Après avoir franchi la porte, Suzuki se retrouva piégé dans un espace déformé. Là, sa force et son endurance diminuaient peu à peu et même sa capacité à scanner la carte ne fonctionnait plus. Après réflexion, Suzuki se rendit compte que cet endroit ressemblait beaucoup à un jeu. Grâce à son expérience de programmeur, il réussit à trouver un moyen de contourner le système. Peu après, il tomba sur une scène semblable au temple sacré, où Mia était bien traitée. À ce moment-là, Zen apparut de nulle part. Choqué de voir Suzuki là, il l'accusa d'avoir triché, affirmant que seul celui qui avait vaincu le Besto pouvait atteindre cette salle. Cela a convaincu Suzuki que Zen était l'administrateur de cet endroit. Mais Zen a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un jeu, mais d'une épreuve. Les héros qui voulaient atteindre cet espace devaient d'abord le conquérir, et ce n'est qu'alors qu'ils auraient le droit de défier le roi immortel, c'est-à-dire lui. Même après avoir entendu tout cela, Suzuki ne se souciait pas le moins du monde de ses balivernes. Ce qu'il voulait vraiment, c'était sauver Mia, mais avant qu'il ne puisse agir, il fut expulsé de la salle du roi par le magicien. Le plan de Zen était de forcer Suzuki à passer à nouveau tous les tests du Besto. Et maintenant que sa capacité à scanner les cartes fonctionnait à nouveau, Suzuki se rendit compte que l'endroit se trouvait à côté du territoire du comte roi, une zone riche en mana. Il savait donc que Mia n'était pas en danger immédiat, mais il ne pouvait tout de même pas partir les mains vides. Il décida donc d'avancer vers l'arbre pour sauver la jeune fille, et dès qu'il franchit la porte, Suzuki se heurta à quelques ennemis, mais c'étaient des créatures faibles qui ne lui donnèrent aucun mal. Grâce à sa capacité de cartographie, Suzuki découvrit que le Besto comptait 200 étages au total, et que ces étages étaient divisés en groupes de 10. Tous les 20 étages, il y avait un escalier en colimaçon qui menait encore plus haut. Suzuki devait comprendre que plus il avançait dans les étages, plus les ennemis devenaient dangereux et puissants. En continuant son chemin, Suzuki remarqua que quelqu'un dormait derrière un tas de feuilles, et lorsque cette silhouette se réveilla, il vit qu'il s'agissait d'une diade. Pensant qu'en la battant, il pourrait passer au niveau suivant, Suzuki se prépara à l'affronter, mais comme elle était à court de mana à ce moment-là, il décida de reporter le combat. Après l'avoir observé pendant quelques instants, la diade se rendit compte que Suzuki était très séduisant. Elle l'invita donc à devenir sien et mentionna qu'elle avait faim, lui demandant quelque chose à manger. Au départ, il pensa lui offrir de la viande séchée, mais Diade refusa, car ce dont elle avait vraiment besoin, c'était d'énergie magique. N'ayant pas d'autre choix, il lui permit d'absorber de la mana par un baiser, et après avoir reçu une grande dose de mana de ce charmant jeune homme, Adriade fut satisfaite. Peu après, elle ouvrit un passage pour que Suzuki puisse continuer à explorer les étages. Plus loin, il tomba sur un laboratoire en ruine et trouva un journal intime qui appartenait à Bolinan. Il y était écrit que sa tribu d'elfes avait un lien faible avec la vie et une résistance émotionnelle très limitée, ce qui entraînait la mort de nombreux jeunes elfes dans les labyrinthes.
Cet endroit appelé berceau avait été créé pour développer l'instinct de survie et la détermination des elfes en temps de crise. Cependant, personne n'avait réussi à le terminer depuis plus de 100 ans, et le responsable de la création du berceau avait reconnu avoir commis une erreur et avait décidé de le sceller jusqu'à ce que les elfes en aient à nouveau besoin. D'après son nom, Suzuki en conclut que Bolinan était un parent de Mia et de l'administrateur. Il en déduisit que c'était peut-être pour cette raison que cet endroit avait tant besoin de Mia. Après avoir quitté les lieux, Suzuki demanda à Adriade comment il pouvait continuer à monter, et elle lui répondit avec enthousiasme, lui indiquant de rester au milieu de quelques champignons magiques et de lui dire à quel étage il voulait aller. Lorsque le jeune homme expliqua qu'il voulait se rendre dans la salle principale du berceau, Adriade lui répondit que cela serait impossible, car elle ne pouvait l'emmener que jusqu'au 100e étage. Cet étage était gardé par des chevaliers incroyablement puissants, et elle l'avertit de redoubler de prudence. Dès qu'il arriva au 100e étage, Suzuki tomba nez à nez avec 3 filles qui se ressemblaient beaucoup. À côté d'elle se trouvait un imposant golem. Comme il n'était pas correctement équipé, les filles lui demandèrent d'arrêter ses attaques et d'aller chercher un équipement adéquat avant de les rejoindre. Selon les règles qu'elles lui expliquèrent, Suzuki pourrait continuer s'il venait à bout du groupe de gardiens de cette salle, et en plus, il gagnerait une récompense s'il remportait la victoire. Juste après avoir expliqué cela, la fille au centre donna l'ordre au golem de faire de niveau 30 de l'attaquer. À ce moment-là, il remarqua un mot, Aimé, inscrit sur le front du golem. Suzuki visa la lettre, éliminant l'ennemi, car Aimé signifiait mort, et les filles, programmées à l'avance, réagirent avec surprise, mais d'une manière très robotique. Réalisant qu'elles n'avaient aucune chance, elles décidèrent de se retirer, et même la numéro 7 parmi elles sut gagner du temps pour permettre aux 2 autres de s'échapper. Après une offensive en groupe, les numéros 5 et 6 battirent en retraite, laissant la 7 seule. Malgré cela, Suzuki la vainquit d'un seul coup de poing. Faisant preuve de considération, il a aménagé un espace pour que la numéro 7 puisse se reposer. Il a ensuite commencé à explorer la zone du 100e étage où il a trouvé plusieurs armes et potions de grande valeur, et a décidé de ne prendre que l'essentiel. En poursuivant son chemin, Suzuki a trouvé une autre dryade tombée au sol et apparemment desséchée. Pensant qu'elle était morte, il s'est approché pour l'aider. Mais soudain, elle s'est réveillée, a pris le récipient d'eau et lui a demandé de la laisser extraire de la mana, comme il l'avait fait avec l'autre. Après avoir reçu une bonne quantité d'énergie, elle s'est rétablie et a expliqué que toutes les dryades étaient connectées, et que c'était ainsi qu'elle avait appris ce qui s'était passé aux étages inférieurs. Suzuki lui demanda alors à quel étage elle pouvait l'emmener, mais elle répondit qu'ayant perdu le contact avec les niveaux supérieurs, elle ne pouvait l'emmener que jusqu'au 180e étage. Une fois arrivé, Suzuki constata que les insectes avaient coupé les lianes qui reliaient les étages. Et avant même qu'il ait fini de parler, les insectes surgirent soudainement. Malgré leur nombre, ils ne représentaient pas une menace réelle, et Zen fut impressionné par la rapidité avec laquelle Suzuki avait maîtrisé le berceau, mais il précisa que son seul objectif était que Mia soit libérée en paix. Cependant, pour Zen, il n'était pas encore prêt à l'affronter face à face. Avant cela, il devait affronter ses sbires et prouver qu'il était digne du titre de héros, et ce n'est qu'après cela qu'il remettrait une épée sacrée légendaire. Zen ajouta que si Suzuki remettait le royaume à n'importe quel monarque, il recevrait une gloire incomparable, puis il appela tous ses soldats à se battre contre lui. En voyant qu'il y avait de nouveaux membres parmi eux, à l'exception d'un qu'il avait déjà vaincu auparavant, Suzuki fut surpris. Zen avait non seulement renforcé son armée, mais il avait également amélioré Suzuki lui-même, et avant qu'il ne lui demande pourquoi, Zen monta un peu plus haut pour observer la bataille de loin. Dès que Zen fut parti, ses subordonnés se jetèrent sur Suzuki. Cependant, pour vaincre les golems, il prit une lance, apprit immédiatement des techniques et évolua au maximum pour transpercer ses ennemis. Quant aux filles robotiques, Suzuki utilisa ses compétences et ses arts martiaux pour les vaincre. Mais même s'il les renversait, elles se relevaient toujours, ce qui le rendait très confus. Il leur demanda alors pourquoi elles se sacrifiaient pour quelqu'un qui ne les voyait que comme des outils, et en réponse, elles dirent toutes à l'unanimité que c'était leur volonté. Même épuisées, elles ont continué à se battre de toutes leurs forces contre Suzuki, jusqu'à ce qu'elles finissent par s'évanouir. Avant de perdre connaissance, la dernière robot a demandé à Suzuki d'aider son maître à réaliser son souhait. La façon dont Suzuki a agi a impressionné Zen, qui a tenu la promesse qu'il avait faite auparavant et lui a remis l'épée sacrée en récompense. Suzuki a ensuite voulu savoir quel était le véritable souhait de la sorcière, et la réponse qu'il a reçue était qu'elle cherchait un héros assez fort pour mettre fin à sa vie. Dans sa vie antérieure, elle avait été victime d'une injustice cruelle qui l'avait conduite à la mort. Le Seigneur l'a alors réincarnée sous la forme d'un nouveau-né, et elle a grandi entourée de parents honorables et d'amis loyaux, croyant que cette fois-ci, elle aurait une vie heureuse. Mais tout s'est effondré lorsqu'un jour, un noble a enlevé sa femme de force, sur la base de mensonges, l'a exécutée avec toute sa famille. Grâce à une bénédiction divine, il est revenu à la vie. Poussé par la vengeance, il transforma ses proches décédés en créatures non vivantes, et après avoir accompli sa vengeance, il se mit à chercher un moyen de mourir, souhaitant retrouver sa femme et son fils.
Cependant, la bénédiction qu'il avait reçue l'empêchait de mourir, et il finit par devenir le roi immortel des ténèbres. Maintenant que Suzuki était apparu comme un héros tant attendu, il le supplia de le libérer avant qu'il ne devienne le véritable seigneur démon. Ne voyant aucune raison de refuser, Suzuki exauça son dernier souhait à l'aide de l'épée sacrée qu'il portait. Avant de disparaître complètement, le roi des ténèbres remercia profondément Suzuki, laissant transparaître sa joie de pouvoir enfin retrouver ses proches. Alors que Zen disparaissait complètement, Suzuki entendit des voix étranges résonner autour de lui. Elle disait que même s'il avait gagné cette fois-ci, la prochaine fois, les choses seraient différentes. Dès que les voix se sont tues, le système a signalé que le vaisseau avait commencé son autodestruction. Sans perdre de temps, Suzuki a couru vers Mia, essayant de la réveiller et lui demandant si elle savait comment empêcher l'effondrement du lieu. Comme Mia n'avait aucune idée de la manière d'arrêter le processus, Suzuki dut tout résoudre seul. Il finit par comprendre que Zen n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à Mia et qu'il lui avait en fait laissé une issue prévue. Il organisa alors les petits robots gardes à proximité et demanda à Mia de s'enfuir, lui disant qu'il devait encore sauver l'autre personne. Une fois Mia hors de danger, Suzuki a sauté directement au 180e étage et a utilisé une ouverture créée pendant une bataille pour descendre au 100e étage. Là, il a trouvé le numéro 7 et l'a rapidement emmené chez Adriad, demandant de l'aide pour s'échapper de l'arbre. Pour cela, Adriad a exigé des graines et de l'énergie. Les graines ont été facilement obtenues grâce aux fruits donnés par les enfants ou les mansphères. Mais en ce qui concerne l'énergie, elle l'a averti que la quantité nécessaire serait 3 fois plus importante qu'auparavant. Et comme Suzuki avait déjà complètement récupéré son mana, il a immédiatement accepté. Sur ce, Adriad a commencé à absorber l'énergie et s'est connecté à l'arbre à l'extérieur du berceau, aidant ainsi le groupe de Suzuki à s'échapper avec succès. Elle l'a également averti qu'il devait courir, car le berceau s'effondrait et se transformait en une mer salée. Malgré cela, Suzuki insista pour qu'Adriad s'échappe également, mais elle refusa, expliquant que tant que la forêt existerait, elle continuerait également à vivre. Après cela, Suzuki maîtrisa toutes les compétences qui pourraient l'aider à courir et à se déplacer rapidement dans le paysage. Malgré cela, cela ne suffisait toujours pas pour sortir de là à temps, et alors qu'il courait, il aperçut un lac et se souvint immédiatement de la logique de la bouilloire. Il lança alors des boules de feu pour faire jaillir l'eau et former des murs, ce qui ralentit considérablement la propagation de la mer salée, lui laissant le temps de s'échapper de la zone à risque et d'atteindre un endroit sûr. Lorsque le soleil se leva, YYK et les esclaves de Suzuki furent soulagés de le voir sain et sauf. Même Lisa, qui était très forte, pleura d'émotion, et en regardant Arisa, Suzuki se souvint de l'avertissement de Zen, selon lequel il ne pouvait pas utiliser le pouvoir que lui avait accordé le Seigneur, sinon il finirait par subir le même sort tragique. Peu après que le groupe se soit réuni, Bolinan et Mia sont allés à la rencontre de Suzuki, et Mia était radieuse qu'il ait tenu sa promesse de revenir sain et sauf. Et pour lui montrer sa gratitude, la princesse Elfe embrassa Suzuki. Plus tard, les robots gardiens se réveillèrent, et toutes les filles remercièrent profondément Suzuki d'avoir aidé leur maître à réaliser son dernier souhait. En guise de remerciement, elles lui promirent leur fidélité à partir de ce moment-là. Cependant, avant de suivre Suzuki dans ses prochaines aventures, elle devait d'abord apporter la bague de Zen sur la tombe de sa femme. Elles n'iraient pas toutes, et l'une d'entre elles resterait avec Suzuki. Elles jouèrent donc à pierre, papier, ciseaux, et celle qui perdit fut la numéro 7, qui fut choisie pour rester. À partir de là, Suzuki commença à l'appeler Nana, pour faciliter les choses. Une fois tout réglé, la souris et les 7 gardiennes ont fait leurs adieux au groupe et ont suivi leur propre chemin. De retour en ville, Suzuki a expliqué que sa disparition était due à un affrontement avec un mystérieux invocateur d'âmes et que, grâce à l'aide de ses épéistes, ils avaient pu rentrer sains et saufs. Zena courut rejoindre Suzuki, car elle était très inquiète, ayant passé tout ce temps à l'attendre. Voyant à quel point elle était bouleversée, Suzuki la réconforta. Il lui dit des mots gentils et lui offrit même une paire de boucles d'oreilles qu'il avait achetées au marché des fugitifs. Peu après, Suzuki annonça à Zena qu'il prévoyait de partir pour le village des elfes, et elle fut visiblement bouleversée, pensant qu'il ne reviendrait pas. Mais elle se rassura lorsqu'elle entendit sa promesse ferme de revenir d'un simple claquement de doigts. Le lendemain matin, le groupe mené par Suzuki décida de partir pour le village des elfes, mais avant de quitter la ville, il tenait à remercier les personnes qui les avaient soutenues pendant tout ce temps. Peu après avoir franchi les portes, Suzuki aperçut Zena qui venait à sa rencontre à cheval, et peu après, ils s'entretinrent en tête-à-tête dans la forêt. Zena expliqua qu'elle ne pouvait pas encore l'accompagner, mais qu'à l'arrivée du printemps, son jeune frère atteindrait sa majorité et assumerait le rôle de chef de famille. À partir de ce moment-là, elle serait libre et espérait que Suzuki la laisserait poursuivre son voyage avec lui. Voyant le visage abattu de Suzuki après leurs adieux, Arisa tenta de lui remonter le moral en lui rappelant qu'il pouvait toujours compter sur elle et les filles qui l'entouraient. Ces paroles apportèrent un certain soulagement au cœur de Suzuki, lui faisant reconnaître l'importance d'apprécier ceux qu'il avait déjà à ses côtés.
Après avoir marché longtemps, le groupe décida de faire une pause pour déjeuner, et les repas préparés par Lulua, Lisa et Nana étaient très bons et suscitèrent les éloges de Suzuki. Pendant le repas, remarquant que Mia était exigeante avec la nourriture, il la réprimanda légèrement. Mais comme l'expliqua Arisa, les elfes ne consomment pas de viande. Après que tout le monde eut bien mangé, Lisa prépara quelques collations à emporter pour le voyage, et Arisa s'avança, disant qu'elle rangerait tout dans la boîte à objets. Elle a fait remarquer que ce type de stockage consommait beaucoup de mana, et que chaque fois qu'un objet était rangé ou retiré, cela consommait beaucoup de mana. C'était très différent de la capacité de Suzuki, qui pouvait le faire sans rien dépenser, mais même ainsi, il ne comprenait pas encore tout à fait la capacité de son stockage. Mais, déjà habitué au monde dans lequel il se trouvait, il dit qu'il pourrait explorer cela plus tard. Une fois que tout le monde eut suffisamment reposé, Suzuki décida qu'il était temps de reprendre la route. Mais avant cela, il donna des instructions à tout le monde pour qu'ils rangent leurs affaires. Voir Mia se remettre bien après avoir été kidnappée par Zen lui procura une grande joie. À ce moment-là, Arisa s'approcha pour lui demander de réparer le matelas de paille, car elle était mal à l'aise lorsqu'elle s'asseyait dessus à cause des morceaux de paille qui s'échappaient. Suzuki a accepté et a demandé qu'on lui apporte tous les matelas afin qu'il puisse les réparer. Il a même utilisé un matériau à base de terre rouge, semblable au cuir de chèvre, pour fabriquer de nouvelles housses, ce qui a beaucoup surpris Arisa. Elle a même plaisanté en disant qu'il voulait juste s'assurer qu'elle soit bien installée pour d'éventuels moments plus intimes à l'avenir. Les filles ont été impressionnées par les talents de couturier de Suzuki, mais cela n'a finalement pas servi à grand-chose, car il a oublié de faire un nœud au bout du fil. Malgré tout, après avoir tout réparé, il a décidé de créer une couverture en peluche en forme de canard. Nana a trouvé cette création si adorable qu'elle lui a demandé de la lui donner. Pour être juste, Suzuki en a fait une pour chaque membre du groupe, et le voyage a continué. Plus tard, le groupe a fait une nouvelle pause pour se reposer, car tout le monde était épuisé. Lorsque Lisa a dit qu'il était temps de repartir, Suzuki a préféré rester encore un peu. Pour divertir Pochi et Tum, il les a laissés explorer quelques rochers intéressants à proximité. Arisa a décidé de les accompagner dans cette petite aventure, tandis que sous un arbre, Nana observait attentivement Mia jouer d'une flûte faite de feuilles. La mélodie était si touchante que Suzuki s'est approché pour la féliciter, et voyant l'intérêt du maître, Nana a demandé à Mia de lui apprendre. Mais Suzuki a dû lui rappeler que Mia n'aimait pas beaucoup être appelée princesse. Peu après, Lisa et Lulu ont également rejoint le groupe, et tous ont démontré un certain talent, sauf Suzuki, qui semblait n'avoir aucun don. Même en essayant d'améliorer ses compétences musicales, sa performance à la flûte était si mauvaise qu'Arisa n'en croyait pas ses oreilles. Ignorant cela, elle suggéra qu'ils se rendent à un endroit précis, et à la surprise de Suzuki, ce qui apparut devant eux fut un portail Tori. Pour une raison quelconque, il avait l'impression de déjà connaître cet endroit, et soudain, un souvenir envahit son esprit. Une fille de ce souvenir disait qu'ils resteraient ensemble pour toujours, indépendamment du temps ou du monde, et qu'ils seraient toujours Kiro. Suzuki se souvint également que le temple du souvenir se trouvait derrière la maison de son grand-père, mais il ne savait pas si la fille de son souvenir était la même que celle qu'il avait connue, et elle disait que la différence d'espérance de vie entre les dieux et les humains exigeait une intervention divine pour qu'ils puissent rester ensemble. Suzuki fut alors tiré de sa transe lorsqu'Arisa l'appela. Il vérifia son statut, mais ne vit aucun signe d'attaque mentale, et après cela, il se souvint avoir créé le jeu en se basant sur ce temple, mais il ne parvint pas à se souvenir d'une conversation comme celle-là dans la vie réelle. Cela lui fit penser que cela pouvait provenir d'un jeu ou quelque chose de similaire. En y regardant de plus près, Suzuki s'est rendu compte que ce portail était un portail de voyage, et qu'il était simplement complètement cassé et inutilisable. Quand il est revenu, Pochi est arrivé en courant, tout excité, voulant lui montrer les objets qu'elle avait trouvés. Ludu, quant à elle, désireuse d'apprendre à découper la viande, suivit Lisa pour recevoir des instructions. Voyant Pochi toute sale debout, Suzuki demanda à Mia si elle connaissait un sort similaire à celui du lavage avec la lumière de la vie. Dès que Mia répondit qu'elle n'en connaissait aucun, Tama revint également. En voyant le loup, flèche de feu que Pochi avait capturé, qui était d'ailleurs très mignon, Arisa s'est tout de suite enthousiasmée et a voulu prendre l'animal dans ses bras. Mais comme c'était une créature magique, Suzuki lui a dit de faire attention. Cependant, comme Arisa ne l'a pas bien tenu, l'animal s'est rapidement échappé, ce qui a beaucoup contrarié Tama. Arisa s'est excusée et Tama a dit que tout allait bien, mais elle était encore un peu triste. Pour la réconforter, Suzuki lui a dit que le plus important était qu'elle soit en sécurité et qu'il y aurait d'autres occasions à l'avenir. À ce moment-là, l'estomac de Pochi se mit à gargouiller à cause de l'effort de la chasse, et quand elle l'entendit, Arisa sortit de la nourriture de la boîte d'objets pour nourrir tout le monde. Même si elle était froide, les enfants la mangèrent avec appétit, et après le goûter, le groupe reprit son chemin, et pendant une pause, Suzuki décida de vérifier son inventaire. Il a fini par trouver un grimoire des illusions, qui avait été ajouté automatiquement après sa victoire contre Zen. Avec ce livre en main, Suzuki a remarqué que la façon dont la magie fonctionnait dans ce monde ressemblait beaucoup au langage de programmation. C'était comme si le système magique avait été créé par quelqu'un qui s'y connaissait en code, et grâce à cette compréhension, il a vu que la magie de la vie était bien plus compliquée, car elle fonctionnait différemment des autres. Alors, au lieu de copier directement, il analysa ce qui était nécessaire pour utiliser cette grimagia.
il finit par réutiliser des parties et des sorts d'eau pour créer une nouvelle formule. Alors qu'il était totalement concentré sur cela, il sentit quelque chose de doux le toucher, et lorsqu'il ouvrit le système d'interface, il se rendit compte que sa main était sur la poitrine de Nana. Arisa et Mia l'ont immédiatement réprimandé, l'accusant d'être indécent, mais en réalité, c'était Nana qui avait posé sa main là. C'est alors que Suzuki a vu plusieurs signes blancs apparaître sur la carte, indiquant qu'il s'agissait d'Omra. Il s'est alors souvenu du vieil homme Ramiz, qui avait dit qu'il partirait à la recherche d'amis disparus et protégerait Mia. Suzuki a donc demandé au groupe d'arrêter la charrette et est allé négocier avec un cocher d'une calèche tirée par des chevaux pour essayer de libérer le peuple rat. Dès qu'ils ont retrouvé la princesse Mia, les hommes rats se sont précipités pour l'embrasser et ont remercié Suzuki de l'avoir sauvée, elle et les autres. Mais les cavaliers, pressés, ont rapidement pris congé et ont poursuivi leur chemin. Plus tard, voulant reconstituer ses réserves de nourriture, Suzuki emmena Tama avec lui à la chasse. Et il l'a choisi précisément parce qu'il voulait remonter le moral de la jeune fille après ce qui s'était passé avec le loup. À la fin de la chasse, les filles étaient toutes couvertes de boue, alors Suzuki a demandé à Mia de tester le nouveau sort qu'il avait mis au point. Il s'agissait d'une adaptation de la magie de l'eau qui créait des bulles nettoyantes, et cela a fonctionné, toute la saleté a disparu. Et pendant la nuit, pendant que les filles dormaient, Suzuki a monté la garde et en a profité pour tester le système de stockage. Il a fini par découvrir que la portée maximale pour retirer un objet était de 3 mètres, et que le système pouvait séparer les composants mélangés, mais qu'il ne fonctionnait pas avec les liquides dissous, comme l'eau salée. Il a également essayé d'utiliser le stockage pour ouvrir les corps des insectes, épargnant ainsi à Lisa le travail fastidieux de l'abattage. Malgré plusieurs tentatives, il n'y est pas parvenu, mais il s'est rendu compte que le système était tout de même meilleur que la boîte à objets d'Arisa. Pour le prouver, il a fait une expérience. Il a mis 2 papiers en feu, l'un dans le stockage et l'autre dans la boîte à objets. Quand il a retiré celui de la boîte à objets, il était éteint, mais celui du stockage brûlait toujours. Le lendemain, Suzuki a préparé un copieux petit déjeuner pour ses compagnons, tout avait été préparé la veille et conservé au chaud dans l'inventaire. Après cela, le groupe a repris son voyage et quelques heures plus tard, ils ont retrouvé le vieux Ramizei avec les autres. Ensemble, ils construisirent une tombe pour les guerriers qui avaient donné leur vie pour protéger Mia. Touchée par ce geste, Mia se rendit à la tombe et chanta une prière pour honorer les âmes de ces braves guerriers tombés au combat. En guise de remerciement, le vieux Ramizei a remis à Suzuki la cloche du silence, reconnaissant qu'il avait gagné la confiance de la princesse Mia. Après un long voyage, Suzuki fit une halte dans une ville et décida de se détendre en buvant un verre. En plus de donner un bon pourboire à la serveuse, il paya l'addition de tout le monde à la table pour mettre fin aux discussions et permettre à tout le monde de profiter du moment. Alors qu'il s'apprêtait à partir, la serveuse l'invita à monter à l'étage, car l'établissement faisait également office d'auberge et elle souhaitait lui offrir un service spécial. Le lendemain matin, Mia et Arisa accusèrent Suzuki d'infidélité, sans qu'il parvienne à expliquer clairement la situation. Il fut surpris par une scène dans laquelle un homme menaçait un couple. Suzuki a trouvé étrange la façon dont l'homme le regardait, alors Lisa lui a expliqué que cet homme avait forcé le couple à vendre le noyau d'un monstre. Suzuki s'est approché du couple et leur a donné une potion de guérison, aidant le mari à se remettre d'une jambe cassée. Arisa a alors demandé si c'était une bonne idée, car il pourrait avoir besoin de la potion plus tard. Après réflexion, Suzuki a profité de son temps de repos pour apprendre l'alchimie. Avec la formule en main, il a rapidement appris à fabriquer une potion, mais s'il ne la conservait pas dans un flacon approprié, elle se détériorait. Lorsqu'il a examiné le contenu, il a remarqué qu'au fond du flacon se trouvait une bague magique spéciale. Comme les ingrédients étaient presque épuisés, il a décidé de se rendre dans une ville voisine le lendemain. Mais cette nuit-là, Suzuki a passé des heures à créer un objet magique, et comme Arisa était curieuse, il l'a laissé l'essayer. Au début, elle était enthousiaste, mais elle s'est vite rendue compte que l'objet ne faisait que faire circuler la mana sans but, ce qui l'a beaucoup frustrée. Lorsque ce fut au tour de Suzuki d'essayer, l'objet magique a fini par absorber trop de mana et a explosé, effrayant les filles qui étaient encore éveillées. Elles ont pensé qu'elles étaient attaquées, tandis que Suzuki a fini par gagner le titre de personnification de la destruction. Le lendemain, ils ont fait une halte dans une ville appelée Loto. Là, Suzuki et Lisa ont cherché quelqu'un qui pourrait leur indiquer le chemin vers un magasin d'alchimie. Dès leur arrivée au magasin, un homme est apparu à la porte et a confronté Suzuki, lui disant qu'il travaillait au passage. Il a même pensé à s'en prendre à lui, mais lorsqu'il a bien regardé le visage de Suzuki, il a immédiatement changé d'avis, a appelé ses hommes de main et est parti. Après être entré dans le magasin et avoir rencontré le propriétaire, Suzuki lui a demandé ce qu'il vendait, car il voulait des ingrédients pour fabriquer des potions. En raison de la pénurie de noyaux de monstres, le prix par flacon était fixé à une pièce d'argent. Par coïncidence, Suzuki en avait plusieurs en réserve, mais comme il était illégal de vendre ce type d'article sans autorisation, il décida de remettre cela à plus tard. Suzuki a alors demandé des articles tels que des stabilisateurs et des parchemins magiques. Bien qu'il y en ait beaucoup disponibles, il ne pouvait les acheter qu'en échange d'au moins un noyau de niveau 3.
Enfin, il voulait acheter quelques flacons de potions, mais le propriétaire lui a dit que le monsieur que Suzuki avait vu dehors avait déjà tout pris. Cet homme avait également une licence officielle approuvée par la mairie, le propriétaire du magasin ne pouvait donc pas refuser. À la place, il a suggéré à Suzuki de se rendre dans un magasin de poterie. Après avoir quitté le magasin d'alchimie, Suzuki a demandé à Lisa d'aller préparer le dîner. Pendant qu'il visitait plusieurs magasins de poterie à la recherche de flacons de potions, mais il s'est avéré qu'aucun n'en avait plus en stock. À la tombée de la nuit, Suzuki a changé d'apparence et est retourné à la boutique d'alchimie, échangeant le noyau de monstre contre des Rocadoria. Même s'il s'agissait d'une pratique illégale, la propriétaire était prudente quant à ce qu'elle vendait et refusait de proposer des parchemins magiques dangereux à des inconnus. Au final, Suzuki ne parvint à acheter que des parchemins simples, tels que des boucliers et des sceaux. Plus tard, il utilisa ces parchemins pour acquérir de nouvelles compétences et explorer des zones que la carte ne pouvait pas montrer. En s'enfonçant un peu plus dans la forêt, Suzuki s'est rendu compte qu'il avait franchi une barrière magique. Grâce à son sens de l'évaluation, il a fini par découvrir que cette barrière servait à dérouter ceux qui la franchissaient. Au même moment, une partie sombre de la carte s'est révélée et il s'est rendu compte que plusieurs points blancs se rapprochaient. Comme Suzuki avait envahi leur territoire, il était naturel que les sorcières veuillent le chasser. Il a même essayé de battre en retraite, mais il était déjà trop tard et l'équipe de défense de la forêt était déjà arrivée. La chef de ce groupe était une très jeune fille et Suzuki tenta de lui expliquer qu'il était entré là par inadvertance. Voyant que ses sorts n'avaient aucun effet, la jeune fille appela sa maîtresse. Aussitôt, un oiseau géant se posa sur elle, de son dos, descendit une dame qui s'agenouilla et se présenta comme la sorcière gardienne de la source de mana de cette forêt. Elle en profita pour s'excuser du comportement grossier de son apprenti. Au cours de cette conversation, Suzuki découvrit qu'elle l'avait confondu avec l'émissaire de Bonnem à cause d'une cloche qu'il portait. Il lui expliqua alors qu'il accompagnait simplement un elfe du même clan. À ce moment-là, Inenimana, l'apprenti de la sorcière, apparut et s'inclina également devant lui pour s'excuser. Suzuki répondit qu'elle pouvait relever la tête, car il était également en partie responsable du malentendu. Peu après, la sorcière et son disciple commencèrent à préparer des potions de guérison dans le cadre de l'alliance qu'elles avaient conclue. C'est alors que Suzuki a découvert, par l'intermédiaire de la sorcière, qu'elles avaient conclu un accord avec le comte. En échange d'une protection contre les chasseurs et les criminels, elle devait lui livrer 300 potions 2 fois par an. Voyant que Suzuki s'intéressait à la fabrication de potions, la vieille sorcière fut très heureuse de lui communiquer la recette spéciale à condition qu'il l'aide dans une mission. Plus tard, elle créa un chemin de lumière pour le guider jusqu'à la sortie de la forêt et cette mission consistait à remettre une lettre à un géant qui vivait dans la forêt. Le lendemain matin, à la taverne, Suzuki entendit deux hommes discuter et dire que les sorcières semblaient réussir à livrer toutes les potions de ce cycle et que cela dérangeait certains d'entre eux. À ce moment-là, l'artisan qui fabriquait les flacons de potions, ceux-là même que Suzuki recherchait, fit son apparition. L'idée était que Suzuki apprenne à fabriquer les flacons, mais selon les règles de la ville, l'artisan ne pouvait enseigner à personne. La seule alternative serait qu'il s'inscrive comme apprenti potier, ce qui lui permettrait de contourner la restriction légale. Suzuki continua alors à écouter les deux hommes et découvrit que l'homme aux cheveux blancs avait l'intention de devenir le nouveau seigneur de la ville plutôt que le chef du peuple. À ce moment-là, Arisa et deux autres filles apparurent de nulle part et appelèrent Suzuki pour qu'il rentre, car l'heure du coucher était passée depuis longtemps. Le lendemain, alors que Suzuki conduisait le groupe de filles à l'atelier de poterie, il remarqua qu'Inenimana était poursuivie par un groupe suspect. Elle était complètement désespérée et craignait que ses potions ne soient détruites. Heureusement, le groupe de Suzuki est arrivé à temps et a réussi à la sauver de ses poursuivants. Mais peu après, une embuscade a eu lieu derrière la porte et la calèche est entrée en collision avec celle des agresseurs. Sous le choc, plusieurs bouteilles de potions qui devaient être livrées au comte se sont brisées et il ne restait plus que 120 bouteilles en bon état. Certaines bouteilles cassées contenaient encore des potions utilisables, alors Suzuki a récupéré ce qu'il pouvait à l'aide de son stockage. Au total, il a réussi à récupérer environ 10 000 ml de potions, suffisamment pour remplir 40 nouvelles bouteilles. Peu après, le groupe s'est rendu chez le chef du district pour lui remettre les flacons de médicaments intacts, mais l'homme s'est montré intransigeant et a même utilisé son propre traité comme justification pour compliquer encore plus la situation. Sa voix semblait familière, mais Suzuki ne parvenait pas à se souvenir où il l'avait déjà entendu. Plus tard, Suzuki a tenté de négocier, suggérant de compléter la livraison en utilisant des flacons achetés sur le marché. Malgré cela, le chef du district a de nouveau refusé, affirmant qu'il n'acceptait que les flacons préparés exclusivement par les sorcières. Comme Suzuki n'avait jamais entendu la vieille sorcière dire cela, il a rapidement compris que l'homme essayait de saboter la signature du contrat, et il s'est alors rendu compte que c'était le même homme qu'il avait entendu parler la veille. Son véritable plan était de nettoyer complètement la forêt illusoire pour y construire une nouvelle ville. Face à cela, Suzuki a contesté en disant que cela ne faisait pas partie de l'accord et a demandé qui avait ajouté ces clauses supplémentaires au contrat.
L'homme, nerveux, demanda comment Suzuki en savait autant sur les détails du document. Transpirant à grosses gouttes, il finit par admettre l'implication de Suzuki avec la sorcière de la forêt, et accepta finalement les flacons de même qualité en remplacement. Bien sûr, Suzuki fut malin et demanda un document de confirmation écrit afin d'éviter de nouveaux conflits. Bien qu'il soit parvenu à un accord, le temps était compté et il ne restait que 3 heures avant la fin du délai. Cela a poussé Iene à se lamenter en disant qu'il serait impossible de tout produire à temps. C'est alors que le groupe de Lise est arrivé avec une quantité d'ingrédients médicinaux. Malgré cela, Iene Nimana a déclaré que cela ne servait pas à grand-chose, car en plus de produire le médicament, il n'avait pas assez de flacons pour tout conserver. À ce moment-là, Suzuki a compris pourquoi ils avaient acheté autant de flacons et pourquoi ces deux hommes étaient si calmes auparavant. Quand ils ont mentionné qu'ils avaient besoin de 180 récipients, le propriétaire de la poterie a été choqué, mais Suzuki ne voulait pas l'impliquer dans des problèmes. Il avait seulement besoin d'une faveur, qu'il lui prête son four. Réalisant que la situation était grave, le potier accepta d'aider, proposant même de participer à la production des pièces. Suzuki répartit la tâche entre tout le monde, encourageant les filles à unir leurs forces pour accomplir le travail. Mais la tâche était très compliquée, car celle qui n'avait jamais fait de poterie auparavant avait du mal à maîtriser la force du tour. Au final, seul Suzuki a réussi à modeler correctement grâce à ses compétences dans le domaine. Cependant, le plus grand défi est venu ensuite, le séchage. Normalement, cela aurait pris 5 jours en raison du climat de la saison, et si les pièces avaient été mises au four telles quelles, elles auraient explosé. Sachant cela, Suzuki a utilisé sa magie pour essayer d'éliminer l'humidité, mais même avec le sort, les pots étaient encore humides lorsqu'il a demandé à Mia d'essayer. Malgré tout, ils ont continué à mouler les pièces, et lorsqu'ils ont obtenu le nombre et la taille souhaités, le potier a tout mis au four, et pendant qu'ils attendaient que les flacons soient prêts, tout le monde a aidé Inememani à préparer le médicament. Quand ils eurent terminé, ils se rendirent au four pour voir comment ça allait, et le potier leur dit qu'il ne restait plus qu'à attendre que ça refroidisse et qu'ils pourraient utiliser les bocaux à la tombée de la nuit. Mais alors, un commerçantier étrange est apparu, avec quelques hommes de main affirmant que le groupe de Suzuki fabriquait des emballages sans autorisation. Se servant des lois de la municipalité comme excuse, il a ordonné la destruction du four, ce qui a réduit tous les pots en morceaux. Dès que les hommes sont partis, Suzuki s'est excusé auprès du propriétaire du four et a emprunté l'oiseau de la maison d'Inememani. Comme il voulait entrer en contact avec la sorcière, Arisa a rapidement remarqué quelque chose d'inhabituel dans les morceaux brisés. Voyant cela, Suzuki a souri et a expliqué qu'il avait laissé des capsules défectueuses pour tromper ses ennemis. Dès qu'il a vu le marchand approcher, il a rangé les vraies capsules dans l'entrepôt et n'a laissé que les fausses. Il en a pris une pour la montrer à Arisa, et elle s'est immédiatement cassée sous l'effet du changement de température, prouvant ainsi leur fragilité. La prochaine mission consistait désormais à refroidir les flacons en toute sécurité, et c'est là que Suzuki se souvint de la boîte d'objets, dans laquelle il avait déjà placé un papier enflammé qui s'était éteint lorsqu'il l'avait retiré. Il a donc décidé de faire un test. Il a placé un emballage dans la boîte à objets, puis l'a retiré pour le remettre en stockage. Cela a parfaitement fonctionné et le flacon avait déjà complètement refroidi. Le groupe s'est ensuite rendu au bureau de l'homme aux cheveux blancs pour obtenir la signature de confirmation. Le commerçant suspect a tenté de poser des questions, mais il est resté silencieux après avoir entendu les hommes du compte tout confirmer. Mais il a tout de même continué à insister pour savoir quelle astuce Suzuki avait utilisée. Suzuki répondit sans détour que tout cela était le fruit des efforts collectifs de tout le monde, puis il demanda au chef du district de signer et de tamponner les papiers. Mais l'homme refusa de coopérer, cherchant clairement à gagner du temps. À ce moment-là, le comte Kuanoa apparut soudainement et déclara qu'il signerait lui-même les documents à la place de Suzuki. Son arrivée était due au fait que la sorcière avait rapporté tout ce que le chef du district était en train de faire, et c'est pourquoi Suzuki avait également envoyé l'oiseau vers elle. Sous la pression du comte, l'homme aux cheveux blancs devint agressif et tenta de lui jeter un sort, mais celui-ci n'eut aucun effet, car Kand Kuanoa n'était pas quelqu'un d'ordinaire en raison de sa fonction. Alors que le comte s'apprêtait à éliminer les deux hommes, Suzuki intervint et le renversa. Il demanda à Suzuki pourquoi il avait agi ainsi, et Suzuki répondit qu'il y avait des enfants à proximité. Le comte rangea alors son épée et fit remarquer que la sorcière avait vraiment un ami précieux. Avant de poursuivre son voyage, Suzuki s'excusa une nouvelle fois auprès du propriétaire de l'atelier de poterie et lui assura que tout allait bien, car il avait désormais l'autorisation du comte de faire librement des affaires. En guise de remerciement, Inemimana offrit à Suzuki une lanterne enchantée. En outre, il fut reconnu comme ami de la sorcière par la vieille sorcière elle-même. Peu après, le voyage reprit. À l'aube, Suzuki se réveilla et vit Nana assise sur lui. Lorsqu'il tenta de la toucher, Harry apparut et les interrompit, essayant ainsi d'éviter toute situation suspecte. Mais en réalité, Nana voulait seulement que Suzuki fasse quelques ajustements au système de la plateforme. Pour cela, il devait approcher sa main de sa poitrine et canaliser Nana en lui. C'est alors que Mia est apparue de nulle part et lui a suggéré de mettre sa main dans le dos de Nana plutôt que sur sa poitrine, car ainsi, il serait près du cœur sans changer l'effet.
Même si Suzuki ne touchait que le dos de Nana, celle-ci finit par émettre des sons quelque peu étranges. Cela rendit Ari très jalouse et elle voulut immédiatement éloigner Nana de là. Chaque fois que Xena recevait une lettre de Suzuki, elle la montrait fièrement à ses camarades et gloussait en lisant le contenu toute seule. De retour dans le groupe de Suzuki, alors qu'ils prenaient leur repas ensemble, Liz et Pochi ont apporté une herbe sauvage. Pochi jurait qu'elle était comestible, car elle avait un arôme fort et agréable. Suzuki a proposé de la goûter en premier et a trouvé son goût étonnamment sucré. Après avoir confirmé qu'elle était comestible, il encouragea Pochi et Tama à la goûter également. Mais au lieu de la manger normalement, les deux léchèrent la plante directement dans ses mains. Voyant cela, Ari tendit une serviette à Suzuki, mais profita de l'occasion pour essayer de lécher sa main également, mais il l'en empêcha immédiatement. Plus tard dans la soirée, Pochi a demandé à Suzuki de raconter une histoire à tout le monde et il a commencé à lire. Mais avant qu'il ait pu terminer la première partie, 3 des filles s'étaient déjà endormies, ce qui l'a obligé à interrompre sa lecture. Après cela, tout le monde est monté dans le véhicule pour se reposer et le lendemain matin, Suzuki s'est réveillé entouré des filles, ce qui a rendu Ari encore plus jalouse, car il semblait profiter de la vie avec son harem sans elle à ses côtés. Peu après, le groupe se réveille, prend son petit déjeuner et poursuit son voyage, mettant ainsi fin à notre aventure. Notre vidéo s'arrête ici, j'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et commentez ci-dessous si vous aimeriez avoir un harem comme celui-ci. Je vous laisse, que Dieu vous garde. Merci, à bientôt, à la prochaine vidéo.